Trois sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro. Cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Et bien le bonjour très chers sportifs et sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes prêts à monter très très vite sur le col de l'Alpe d'Huez, en tout cas à marquer un nouveau record historique sur ce triathlon. On va en parler aujourd'hui avec Louis Richard, notre invité. Louis Richard, bien le bonjour, on va t'appeler Louis, ce sera plus simple. Comment vas-tu ? Eh bien, ça va très bien, merci de m'accueillir dans le podcast, je suis content d'être ici pour échanger avec toi. Merci à toi d'avoir accepté. C'est très très cool. Est-ce que tu as eu le temps de te remettre un petit peu de ces deux gros monuments que tu nous as pondus, ces classiques que tu nous as pondus cet été? Oui, bah ça va, ça fait quand même plus de 2 mois que c'est passé, donc voilà. Il y a que les pros pour dire ça. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Louis Richard a une page Wikipédia. On est donc déjà sur le step de star. On a acquis le statut de personnalité publique. Globalement, si on va très 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 vite, on va rentrer dans les détails. Mais pour résumer très rapidement, tu viens du cyclisme. Très grosse carrière en cyclisme qui s'arrête en gros aux portes du Tour de France, quasiment, si on résume et qu'on synthétise. Porte des équipes pro du Tour de France, tu t'orientes ensuite vers le triathlon. Et là c'est bon, tu rafles tout hein, globalement. Tu gagnes 2 fois l'Embrunman en améliorant notamment ton chrono de 13 minutes entre 2024 et cette année. Et t'enchaînes avec le doublé où tu te retrouves sur la boîte du triathlon de l'Alpe d'Huez. Le format longue distance, sinon c'est pas drôle. Et en plus, tu ponds le plus gros, le plus gros chrono sur la partie vélo avec le plus gros RP. C'est bien ça, on est tout bon ou pas? Je modérerai quand même un peu ta présentation, elle est très avantageuse, mais j'ai été un très bon cycliste amateur, j'ai été pro, mais au plus petit échelon pro au niveau continental, donc il y a encore un gros step avant le Tour de France, c'est encore un niveau de performance supérieur. Et c'est vrai que j'ai bien transitionné vers le triathlon. Là, ça fait 3 ans que je fais du triathlon, mais j'irai pas jusqu'à dire que j'ai tout raflé. J'ai certaines courses comme Embrun, comme l'Alpe d'Huez qui me conviennent très bien et où j'arrive à être aux avant-postes sur les dernières éditions. Mais voilà, le triathlon est quand même beaucoup plus grand que ça et par rapport au grand nom du sport, il y a encore une marche énorme. On est bien d'accord là-dessus et c'est tout à ton honneur d'être humble. C'était pour émoustiller les papilles auditives de l'auditeur. Évidemment, tu termines quand même 7e du Tour du Savoie-Mont-Blanc où il y avait énormément de pros. Tu étais aligné avec des pros, tu fais 7e, des mecs qui participaient eux au Tour de France et qui effectivement sont sur ce step supérieur. C'est pas rien non plus. Après, on est d'accord, voilà, entre le faire une fois, le refaire année après année et perdurer, il y a un monde. Mais ça reste des choses qu'on ne peut pas t'enlever. Ça reste des perfs qui sont colossales, qui pour nous, en tout cas, sont inaccessibles. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te définirais comme pro, comme amateur éclairé ou, ou extrêmement bon? Comment tu te mets dans quel caté? Alors, dans le triathlon, je dirais que je suis semi-pro parce que j'ai encore un travail, donc j'ai un travail à côté. Mais ça, c'est un travail qui est adapté. Je travaille à 60%, donc on ne veut pas dire que je sois totalement amateur parce que voilà, je fais pas un temps complet, et je cale pas mes entraînements, ouais, on va dire au chausse-pied. Le soir, quand il reste du temps, j'ai quand même des horaires pour m'entraîner, mais je suis pas pro à 100% parce que c'est pas ma vraie activité professionnelle, c'est pas le triathlon. Juste, on va dire, j'ai 2 activités professionnelles. Je suis ingénieur d'un côté, à temps partiel, et de l'autre côté, je suis triathlète, j'ai envie de dire à temps plein, mais du coup, avec peut-être un investissement qui est un peu moins important que si j'y consacrais tout mon temps. Ok, ingénieur dans quoi du coup à côté? Ah, j'ai un diplôme en génie industriel, donc je bosse dans une boîte d'informatique. Ok. Donc plutôt horaire classique. Bon, après, t'as les contraintes de cadre où tu peux terminer tard ou commencer un peu tôt, mais en tout cas, ça libère pas mal de temps et c'est pas un boulot physique où quand tu rentres, les muscles sont prêts à bosser. La tête est fatiguée, mais pour se mettre sur un vélo et faire de la PMA, c'est carré normalement. Ça Oui, passe oui, assez bien. c'est un travail de bureau, oui. Je suis pas sur un chantier ni dans le bâtiment, donc ça reste adapté. Ouais.
Pour te cerner un peu mieux, tu ne le sais probablement pas, mais il y a 3 petites questions, classiques que je pose à tous les invités qui passent dans ce podcast. L'idée, c'est que tu répondes sans filtre et directement, aux questions, et qu'on en apprenne un peu plus sur toi au travers de ces questions. Première question, si jamais ton mental en compétition était un super héros, si tu devais t'identifier au niveau du mental à un super héros, tu serais lequel et pourquoi? Et tu as intérêt à en choisir un de Marvel et pas de DC parce que c'est pas des vrais super-héros chez DC. Ok, bah, déjà, je fais pas la différence entre les deux types, donc Parfait. on commence fort. Alors, comme enfin, j'ai pas un super-héros qui me vient comme ça, je pense que ce serait quand même quelqu'un d'assez obstiné, qui sait ce qu'il veut et qui travaille pour. Et peut-être un super-héros qui a mis pas mal de temps à trouver son super-pouvoir, parce que moi, j'ai mis pas mal de temps dans le sport à trouver où étaient mes qualités et à savoir ce que je pouvais, voilà, où étaient vraiment mes points forts et comment les travailler, savoir comment les exprimer et aller sur les courses aussi qui permettent de le faire. Donc je sais pas si dans ta culture, t'en vois un qui pourrait correspondre un Ouais, peu à ce profil. on pourrait prendre Charles Xavier, mais il est en fauteuil, donc je voudrais pas que tu vois d'image péjorative. C'est un cerveau brillant qui prend son temps pour amener les élèves à se développer et à développer la qualité de leur pouvoir. Et qui a mis, il est âgé, du coup, il a mis énormément de temps à développer et à acquérir ses pouvoirs parce que c'est des pouvoirs psychiques. Du coup, ça met beaucoup de temps. Au début, il avait juste très mal au crâne. Et globalement, est-ce que ça te va? Est-ce que tu valides ou non, c'est nul et t'as pas envie d'être ce Non, super-héros? je pense que c'est pas mal. Je le connaissais pas, mais je pense que c'est pas mal parce que moi, mes qualités, c'est plutôt la durabilité et c'est vrai que c'est quelque chose qui se travaille dans le temps, année après année et qui se construit sur le long terme. Donc je pense que T'as Charles Xavier as peut vraiment être cette un. vision de long terme où tu sais, en triathlon, on pourra en parler après, mais tu sais où est-ce que tu vas et tu as une vision de ce que tu veux atteindre au bout? Alors, j'ai une vision long terme. Après, je sais pas vraiment ce que je veux atteindre au bout. C'est toujours difficile de savoir jusqu'à là où tu peux aller. On va dire que j'ai plus en fait un objectif de progression continue. Après, tu maîtrises pas forcément la pente de la progression C'est et ça, du coup, toujours tu des sais pas allers-retours. forcément là où tu vas atterrir. Ouais. Ok. Ça me va parfaitement et ça répond à la question. Deuxième question, si tu devais définir ton style d'entraînement comme un plat, c'est-à-dire que est-ce que ce serait plutôt un plat du Nord bien gourmand, une bonne fricadelle avec sauce maroilles, supplément ketchup et mayo, ou une petite salade niçoise toute légère avec à peine de lardon où tu as encore faim en sortant tu t'as senti ma préférence en posant la question, mais tu peux évidemment en choisir la salade niçoise ou autre hein, d'ailleurs. Ça peut être une baguette entre midi et deux sur le pouce. C'est toi qui vois. Je dirais que la façon que j'ai de m'entraîner, enfin à l'heure actuelle, enfin, en collaboration avec mon entraîneur, Carol Ispi, c'est quelque chose d'assez consistant. Donc nous, on est toute l'année au travail. On travaille plus ou moins, enfin toute l'année, on cherche à développer des qualités. Donc c'est quelque chose d'assez consistant. Donc je partirais sur quand même un plat qui tient un minimum au corps. Mais ça reste un entraînement qui est quand même assez classique, avec souvent les mêmes séances qui reviennent. On travaille quand même souvent les mêmes qualités. Après, bon, ça varie un peu selon les périodes de l'année. Il y a forcément un peu de tout, parce que bon, il y a déjà 3 sports. Faut balayer les différents domaines d'intensité. Donc tu vois, j'irais bien sur, à la fois c'est assez basique mais varié parce qu'il y a beaucoup de sports, donc tu vois, mais il faut que ça reste consistant. Donc je verrais bien une salade, mais tu vois une salade un peu solide, tu vois une salade de riz, un truc où il y a quand même de la matière. Et nous, qu'on aime quand même bien enfin, faire dans nos préparations, c'est il y a toujours un peu sur la partie finale, par exemple quand on prépare un Ironman, il y a un peu la cerise sur le gâteau, tu vois la partie finale qui est un peu spéciale, un peu Le la choco touche fondant, finale le choco fondant après la salade, quoi. ben ouais, ce serait le dessert après la salade, ou même le truc que tu mets dans la salade que tu n'attends pas forcément, mais qui change totalement ta salade finalement. Tu vois, Genre enfin, une bonne vinaigrette spéciale, une vinaigrette à l'ail qui voilà, change une bonne tout. vinaigrette spéciale, ou tu vois même un truc un peu inattendu, mettre un fruit, tu vois, une pêche dans ta salade de riz, tu vois, un truc qui relève et qui change, tu vois. Nous, enfin voilà, je pense que ce serait un peu comme ça que j'essaierais de résumer le modèle. Ouais.
Ça me va parfaitement une salade de riz. En plus, ça doit être à peu près ce que tu manges quand tu enchaînes les entraînements, puisque pour du facile, du digeste et pouvoir repartir d'une séance à l'autre entre midi et deux, c'est vrai que la salade de riz, quand tu sors de la natte, que tu n'as pas le temps, que tu as calé la natte entre midi et 13h et qu'après tu retournes au taf et que le soir tu as VMA ou PMA, c'est pas mal la salade de riz. Ça tient au corps, t'as pas le coup de barre à 14h et tu peux quand même repartir faire ta séance. Et en plus, tu peux la varier avec les éléments que tu mets dedans. Moi, ça me va parfaitement, c'est assez imagé. Dernière question, si tu pouvais télécharger instantanément une compétence, là tout de suite, tu peux plugger une compétence pour ton prochain défi sportif. Déjà, quel est-il après avoir tout raflé cet été? C'est quoi le prochain objectif hivernal ou estival de la saison prochaine? Et quelle compétence est-ce que tu pluggerais? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu bypasserais complètement et tu te dirais, ça y est, cette compétence-là, je l'ai pour toujours. J'ai pas le reste, faut bosser tout le reste, mais celle-là, c'est sûr, c'est acquis. Alors, pour moi, la réponse là est vraiment évidente. Bon, mes prochains objectifs, ça va être sur Ironman au début de l'année prochaine. Donc, à l'heure actuelle, je suis un bon cycliste, un bon coureur, mais un très mauvais nageur. Enfin, mon niveau est aberrant par rapport au reste du peloton pro. Alors, c'est très clairement une qualité en lien avec la natation. Si je pouvais avoir la qualité, enfin la qualité de nage de ceux qui sont nés dans l'eau et qu'on nageait toute leur enfance, toute leur adolescence, je pense que ça me faciliterait la vie d'une façon énorme. Donc, c'est sans nul doute celle que je choisirais. Ouais. Tu téléchargerais en gros l'aisance d'un dauphin et après, comme ça, t'es débarrassé. Tu sais que tu peux te démerder et tu t'occupes que du vélo et de la course à pied, globalement. C'est ça. Et en plus, je peux aller nager avec plaisir parce que ça serait beau et fluide. Ouais. Ouais. Ouais, bah, tu prends beaucoup plus c'est simple, plus tu prends de plaisir et plus les séances sont faciles et déroulent. Mais c'est marrant parce que même du coup à très bon niveau, tu veux pas qu'on dise peut-être pas qu'on dise pro du coup si semi-pro, en tout cas athlète élite, comme ça on s'entendra sur athlète élite. Ne pas avoir de facilité en natation, c'est marrant parce que moi c'est souvent le premier frein que je croise avec les athlètes où quand on m'appelle, on me dit bah, je rêve de faire un Ironman ou un triathlon, mais je suis une brique, je sais pas nager. Ouais, mais c'est pas grave. Et c'est ce que je me tue à leur expliquer, c'est qu'avant tout, le chrono, c'est principal, dans un premier temps en tout cas, c'est principalement le vélo et la course à pied sur lesquels il faut beaucoup travailler. Faut essayer d'avancer en natation aussi. Attention, faut quand même travailler la natation. Mais tu peux y aller avec plus de lacunes et de séquelles. Et ça, j'ai déjà vu des Ironman se faire en brasse, des mecs partir en brasse et assumer de nager en 2,30. Ils savaient qu'ils partaient avec du retard, mais derrière, ils ont tellement bourriné à vélo et en course à pied que ça remonte et que ça passe. T'as déjà nagé en brasse? Tu t'es déjà retrouvé avec une petite crise de panique ou un petit sauvetage de natation en brasse ou pas? Non, je t'avoue que j'ai jamais eu à faire ça. Après, je suis pas, enfin, j'ai pas peur dans l'eau, j'ai pas d'appréhension particulière, enfin, sur les départs, tout ça. Donc, pour l'instant, c'est toujours resté en crawl, mais bon, ça avance pas vite, mais ça reste du crawl. Ouais. Quand tu dis avance pas vite, tu nous mets une petite stat, une petite data en face? Je pense que mon record, du coup, sur Ironman, sur 3 km 8, ça doit être une année enfin, c'est cette année où l'on passait en branche, je nageais 1h02, je pense. Oui, donc ça nage quand même ça fait du 1,30 ça à peu près, Ouais, 1,25. je pense le théorique doit être peut-être 1h38. Après, comme à endroit, il y a quand même beaucoup de monde, tu nages beaucoup dans les pieds, donc tu es quand même Ouais, bien aidé par t'es un cette peu tiré. aspiration. Parce qu'honnêtement, même en bassin, je nage jamais à 1h38, donc Non, mais je toujours vois ce que tu surprenant. veux Ouais. dire. Alors, j'ai été aidé et c'est pas un excellent chrono, mais ça fait pas lire d'envie déjà beaucoup de triathlètes Ouais. amateurs en tout cas. Déjà, t'avances. C'est pas, tu Oui. pars pas de 3,20 ou 3,30 à galérer à sortir la tête de l'eau et à rester droit. Mais oui, effectivement, par rapport à ceux qui sortent, parce que les premiers sortent de l'eau entre 1,05 et 1,10 au 100 mètres à peu près. Donc, tu dois perdre 5-6 minutes qu'il faut rattraper sur le vélo C'est derrière, plus, c'est globalement. plus un gros quart d'heure. Ouais. Il sort souvent Ouais. en 47-48 minutes, ouais, Ouais, sur mais les très Ironman. très bons nageurs, généralement, ils sont pas très bons cyclistes. Du coup, peux les remonter plus facilement. Je te parle de ceux qui ont bossé, les vrais cyclistes qui ont bossé la natation, qui sortent que tu as plus de mal à rattraper, entre guillemets. À très haut niveau, maintenant, c'est plus vrai. Tu trouves Ah ouais, des gars qui ouais, vont sortir en 47-48 minutes qui sont excellents partout. Enfin, ouais, c'est vrai que le c'est niveau l'évolution a du sport. Ouais. upé. Revenons un peu en arrière, du coup, si tu me le permets, revenons au Louis cycliste. On va pas étalonner sur la vie de cycliste
parce qu'elle est dense, fournie, hyper riche et que ça pourrait faire un épisode complet de podcast et que sinon on s'en sortira pas au niveau chrono, on est encore là jusqu'à minuit. On va accepter l'idée que tu es très bon cycliste. Et est-ce que quand tu étais cycliste, quand tu étais plus jeune, même encore avant, tu t'imaginais déjà aller dans le triathlon? Tu n'en avais jamais entendu parler, c'était vraiment que le cyclisme et basta. Et est-ce que tu t'imaginais surtout gagner en brun? Est-ce que c'était un souhait ou tu l'as découvert sur le tard en mode quand tu étais sur Embrun, tu t'es dit oh bah ça roule bien, je peux faire un truc en fait? Alors, quand j'étais cycliste, enfin, sur le gros de mon parcours vélo, enfin, en gros, quand j'avais allez, entre 10, déjà sur le début, on va dire entre 10 et 20 ans, là, j'étais totalement focus vélo. Pour moi, il y avait un seul sport qui existait et que je voulais pratiquer, c'était le vélo. Donc, je pensais pas du tout au triathlon. J'étais vraiment dans le vélo. C'était ma passion et j'étais à 200% dedans. J'ai seulement commencé à penser au triathlon ma dernière année cycliste amateur. En fait, où je me disais, bah là, si je réussis pas à passer pro, j'arrête le vélo parce que voilà, par rapport à là où j'en étais, par rapport à mes études, ça faisait plus sens de s'investir autant. Et j'avais besoin de faire des stages enfin, qui n'étaient pas forcément compatibles avec ma vie de cycliste. Et finalement, à ce moment-là, j'ai pu passer chez les pros. Donc, j'avais envisagé le triathlon, mais du coup, je me suis dit, bah, c'est pas pour maintenant. Je vais déjà faire mon année chez les pros et on verra comment ça évolue. Cette année chez les pros, c'est mal passé. J'ai pas eu de contrat l'année d'après. Et du coup, dès que j'ai arrêté ma carrière pro, enfin voilà, je fais ma dernière course. Je pense que 3 jours après, j'étais en train de courir et de nager voilà, pour partir sur cette transition. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé à penser sur mes 2 dernières saisons de vélo. Ouais. C'était un peu mon échappatoire. Je me suis dit, bah, maintenant j'envisage d'arrêter le vélo. Qu'est-ce que je veux faire du coup entre guillemets du reste de ma vie? Voilà. Pour moi, c'était évident que je voulais en tout cas, que je voulais continuer le sport et Ouais. que ma vraie passion c'est le sport d'endurance et la performance. Et c'est assez naturellement que le triathlon est venu comme un choix un peu évident parce que ça permet à la fois de réutiliser mes qualités que j'ai développées dans le vélo, mais aussi d'aller découvrir autre chose et d'élargir un peu mon spectre de compétences avec de nouveaux sports, un nouveau mode de vie, un nouveau rythme. Et voilà, donc Ouais, parce que c'est pas c'était tout à le fait bon la compromis. même vision non plus et ça te permet de Ouais. brasser entre guillemets de l'air frais, de l'air neuf et de pouvoir te réorienter. Comment ça s'est passé cette transition là, les premières séances quand tu t'es dit bon vas-y, ok pro c'est mort, let's go en triathlon. J'imagine que tu y as été à fond vu le profil, t'as pas dû y aller en demi-teinte. Comment c'est la première fois que tu t'es retrouvé dans l'eau en slip de bain, la première fois que tu t'es retrouvé à courir? Alors normalement, tu as dû déjà courir un peu avant. C'est généralement le truc un peu plus naturel qu'on fait facilement. Le bassin est un peu plus dur, un peu plus loin pour le coup. Comment ça s'est passé ça? Alors, si on prend la première dans l'eau, bah, c'était pas glorieux, mais je m'attendais à ça. Enfin, je savais que j'avais pas beaucoup nagé quand j'étais petit, j'ai jamais vraiment appris le crawl. Donc c'était pas glorieux, mais je m'attendais à ça et je me suis dit bah de toute façon tu peux que progresser, donc c'était pas une surprise. Et paradoxalement au tout début ça a été plus compliqué à pied. En fait j'étais déjà accompagné par un entraîneur, du coup, l'entraîneur qui m'a accompagné sur ma dernière année de vélo et aussi mon entraîneur actuel de triathlon. D'ailleurs il est plutôt spécialisé plus dans le triathlon que dans le vélo. Et, euh, et ce qui s'est passé en fait en course à pied, c'est que j'ai fait 3 séances, mais 3 footings très faciles. Là, c'est passé peut-être d'un jour à chaque fois. Et après ces 3 séances-là, j'ai eu les 2 tendons d'Achille, enfin vraiment enflammés, et j'arrivais plus à marcher. Mais pendant 10 jours, j'arrivais plus à marcher. Même Qu'est-ce j'avais du qui se mal à me passe? déplacer à l'intérieur de ma maison. Enfin, j'allais même pas faire une course à 200 mètres parce que j'étais pas capable. Donc le corps s'est révolté ouais, dans un premier temps. Mais voilà, et après, du coup, ça a pris quand même beaucoup de temps pour être capable d'amener de la charge et de l'encaisser, de la charge mécanique à pied. Et du coup, ça a été C'est un peu le vrai challenge de la première année, c'était déjà de réussir à courir un peu de volume, quoi. c'est marrant que tu abordes cette charge mécanique. Tu bornais à combien en vélo en termes de volume semaine? Volume pur. On parle même pas des séances P que tu faisais, parce que j'imagine que tu t'en coltinais aussi des trucs de zinzin. Mais juste en volume, tu t'étais à combien par semaine ou par jour? Alors, c'est toujours difficile à dire, on a toujours un biais Ouais, un peu en à moyenne. surévaluer ce qu'on faisait en prenant un peu les semaines importantes. Je pense que sur une année en moyenne, sur mes dernières années, je devais être à 17-18 heures de vélo. Ouais. Voilà, donc après les grosses semaines, on passait le 20 heures. On passait le 20 heures, on pouvait monter à 27-28 les plus grosses. Et en parallèle, des petites semaines, on pouvait être à une quinzaine d'heures, Ouais, pour te c'est donner ça. un Mais peu du un... coup, en moyenne, ça donne 18 heures facile. En tout cas, le 18 heures,
c'est pas quelque chose qui te stimule plus que ça, ce qui est une force en triathlon, mais c'est marrant de voir que même avec une base d'entraînement de 18 heures semaine, ce qui fait que tu n'es pas sédentaire du tout, hein, et Mhm. on est bien d'accord que malgré ça, 3 jogs, c'est trop. Et c'est intéressant, je trouve, et important de se rendre compte effectivement de cette quantification de charge mécanique, tu l'as dit, et c'est que ça, c'est cet impact qu'a sur le corps. Le vélo n'a pas eu tout cet impact-là, la natation non plus. On peut avoir une tendinite de l'épaule du nageur qui arrive au bout d'un certain temps, mais il faut déjà bourriner un peu et envoyer un peu dans les bassins ou faire totalement n'importe quoi au niveau mouvement. Mais par contre, en course à pied, même si tu cours lentement, peu importe le niveau, peu importe d'où tu viens, au début, il faut y aller doucement, il faut démarrer hyper doucement, s'écouter et se passer. Peut-être que 24 heures, ça suffit pas. Peut-être que les jogs de 45 minutes qui sont censés devenir une base après, au début, sont trop durs. Et je trouve ça hyper intéressant de voir que même quand tu as été pro ou à très bon niveau, à excellent niveau, tu puisses quand même redémarrer presque quasiment de zéro et que ce soit la course à pied qui soit le plus dur dû à cette quantification mécanique. Et que la natation soit entre guillemets que de l'apprentissage technique, du coup. Finalement, le vélo te prépare bien d'un point de vue cardiovasculaire. Forcément, t'es adapté pour la course à pied, mais d'un point de vue mécanique, c'est presque à l'opposé. Finalement, ça te désadapte totalement parce que tu as l'habitude d'être constamment porté. Et finalement, il y a pas mal de problèmes chez les cyclistes, notamment d'ostéoporose, donc, enfin, du coup, enfin, de De fragilité au niveau densité des osseuse, os, ouais. ouais, voilà, de déficit de densité osseuse. Et, et finalement, courir quand t'es cycliste, ça coule pas de source si t'y es pas habitué. Bon, il y a des individus qui s'adaptent très bien, très vite. Et moi, au début, ça a été assez compliqué. Ouais. Et du coup, tu dirais que ça a été ta plus grosse erreur, entre guillemets, de débutant de triathlète. J'aime bien ce scope de débutant de triathlète alors que tu viens d'un truc qui n'avait déjà aucun sens pour la majorité des gens et tu repasses débutant et il faut réaccepter ça. C'était la plus grosse erreur ou t'en as fait d'autres, genre la nutrition ou le volume, t'avais déjà la Alors, base? je sais pas si c'était une erreur, parce que finalement, il fallait quand même essayer. Enfin, des fois, il faut aussi essayer pour Ouais, savoir. ouais. Et je pense qu'il y a des stades par lesquels tu es obligé de passer pour passer à l'étape du dessus. Donc finalement, peut-être que si cette inflammation elle n'était pas arrivée dès le début, elle serait arrivée plus tard. Et c'était peut-être une nécessité en termes d'adaptation. Honnêtement, j'en sais rien, mais je sais pas si, je le vois pas forcément comme une erreur, mais c'est sûr que ça a été un process qui a été assez long. Plus Et maintenant, difficile. quand je regarde, avec du recul, je dirais que ma plus grosse erreur, quand je regarde du point de vue d'aujourd'hui, ça a été de commencer à nager tout seul et de nager mes 2 premières saisons tout seul. 100% tout seul en À te bassin, faire entraîner par un sans coach en bas coaching. directement. C'est ça, à prendre du coup des mauvaises habitudes et à perdre du coup beaucoup de temps de progression parce que dans l'eau la progression est très longue et du coup Ouais. en gros d'avoir perdu 2 ans à faire n'importe quoi et qui Ouais, m'apporte à t'être dit, en gros, la natation, c'est simple, tant que j'avance, je mets un bras devant l'autre. Tu as dû faire à peu près la base d'enchaîner des longueurs, de temps en temps mettre une ou deux plus rapides. Globalement, si on caricature, ça devait pas être loin de ça. Et tu as totalement zappé les plaquettes, le pull boy, le travail de désynchro, autre. En fait j'ai surtout zappé le fait d'avoir un retour de quelqu'un d'expérimenté sur ma nage qui pouvait me regarder, me corriger et orienter un peu les exercices. Ouais, et Donc ça, c'est au vrai début, moi, que souvent, c'est ce que je dis à mes athlètes, c'est je leur dis, il faut pas hésiter, même à demander au maître nageur, sur une longueur, ils vous regardent ou ils vous filment et ils vous disent ce qui va ou ce qui va pas. Le maître nageur, il est là, il s'ennuie, il peut vous filer un conseil. Ça lui prendra pas beaucoup plus de temps sur sa journée parce qu'ils se font majoritairement suer quand même au bord des bassins. Ça peut être très long les journées. Du coup, effectivement, aller gratter un conseil ou deux, juste ne serait-ce que savoir si t'es bien axé, si tu fermes pas trop tes bras devant, si tu arrives à finir ton cycle au niveau des bras ou à pas trop ouvrir tes hanches ou à pas trop battre des pieds. C'est des trucs qui effectivement se voient immédiatement de l'extérieur. Il n'y a pas besoin de... Quand tu es dans l'eau, c'est plus compliqué. Donc, tu as fait 2 ans quand même tout seul. Tu t'es quand même acharné, du coup, à côté. oui, après, on va dire, c'était un demi-choix. Après, c'est aussi par manque de temps. Finalement, la natation, pour progresser, ça peut être beaucoup de temps pour peu de résultats. Enfin, on n'est jamais sûr du résultat par rapport à l'investissement qu'on y met. Et c'est vrai qu'au début, on est allé à l'essentiel en se disant, si tu as déjà un bon vélo, si on arrive à ce que je sois performant en course à pied, dans la foulée, finalement, bon, la natation, c'est sûr que ça va être un handicap mais c'était pas forcément bloquant par rapport au niveau auquel j'évoluais au tout début. Et c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, voilà, si je veux évoluer au plus haut niveau chez les pros, quoi. Ce qui est du coup ton ambition. Là, l'objectif, il est clairement d'aller perfer sur Ironman et sur full. Tout à fait, oui. Maintenant, c'est le projet. Finalement, quand j'ai commencé le triathlon,
J'avais quand même cet Ambraman un peu en tête parce que je savais que le parcours vélo qui est très dur me convenait bien. C'est une course française un peu mythique, donc j'avais cette course en tête. Mais comme j'ai pu la gagner très tôt dans mon parcours, plus tôt que ce que j'aurais pu imaginer, donc dès ma deuxième année, finalement je me suis dit bon bah ça peut pas être ton point final avec le triathlon. Forcément, faut aller plus loin, faut aller plus haut. Et du coup pour moi, du coup la course la plus importante, c'est le championnat du monde Ironman chez les pros. Donc voilà, c'est cette course-là qui m'attire, pour laquelle j'aimerais dans un premier temps me qualifier, dans un second temps performer. Aller du coup à Hawaï, faire Ouais, ton pèlerinage et aller t'exploser à Hawaï sur Quinca et voir ce que ça vaut, globalement. c'est un bon résumé. J'ai le frisson, j'ai l'objectif, il est bon. Pour ceux à qui ça parle pas, l'Embrunman, tu le gagnes en 9h17 cette année. C'est ça, tu améliores ton temps de 13 minutes, ce qui n'est pas rien en un an de travail quand même sur ces distances-là. Et pour ceux qui se demandent, ouais, mais ça va, c'est juste un triathlon, c'est juste un full. Alors certes, le 3,8 km, il est normal, on est dans un lac, quoique le lac un peu frais. On pourrait mettre des réserves sur la température de l'eau qui est pas bien chaude en fonction des années. Mais surtout le vélo où c'est un gros bousin à poser. Il y a 185 bornes et à peine 5000 2D. Trois fois rien. Vous avez notamment le col de l'Izoard, il me semble, dedans à monter. Si c'est bien, qui est un col mythique hors catégorie, me semble-t-il. J'ai un doute là-dessus. Mais me semble-t-il que c'est ça. Et ensuite, tu enchaînes évidemment avec un petit marathon. Ça, c'est le classique pour aller finir comme il faut. Il n'y a pas de D+, sur le marathon, on est d'accord? Il est quand même assez dur, il y a à peu près 400 mètres. Ouais, Donc c'est ça. c'est quand même Pour un assez dur. marathon, c'est dur, effectivement. Et au niveau du vélo, du coup, j'étais bon ou pas? J'ai tout bon? Alors, t'as tout bon par rapport au livre de route. Sur le livre de route, il y a bien marqué qu'il y a 5000 mètres de dénivelé. Combien à la Après, montée? si tu prends les moyens de mesure modernes, normalement c'est un peu moins, c'est plus 3005, grosso modo, Ça fait quand sur même une un diff. Garmin. Mais, Il y a ouais. quand même un C'est, 1005 de ah oui, diff. il y a une diff énorme, mais déjà 3005 sur 180, c'est déjà une belle densité, on va dire, en termes de dénivelé. Ouais, et surtout, ça reste hyper costaud sur 180 bornes de se taper 3005, sachant que quand tu regardes le profil, globalement, il y a 20 bornes de plat, il y a un mur, et après, tu redescends, tu es dans la montagne, et puis le mur, il est pas sympa. Tu as 2000, enfin, l'Isoar, c'est 2002 D sec en pleine balle sur 20 bornes, quoi, à peu de choses près. J'ai pas les stats sous les yeux, mais on doit pas être loin de ça. C'est un peu plus court que ça, mais par contre, c'est vrai que le sommet est très haut. Tu vas être je dirais peut-être une bêtise, 2003 au sommet. Donc du Ouais, coup, à en peu fait, tu près, passes ouais. beaucoup de temps au-dessus de 1007. Donc c'est quand même assez exigeant, mais c'est plus 13 km, je pense, le gros de la montée. La montée Mais c'est assez sec. raide, par contre. Ouais, Ouais. c'est assez Il raide. en est combien? C'est combien le pourcentage moyen? Alors, le moyen, il doit être peut-être autour de 8%, mais tu as beaucoup de kilomètres, autour de 9%, 9-10% au milieu du col, ouais. Ouais, donc Sur la dernière il y a partie. c'est quand même un beau mur. T'essayes t'essayes de normaliser la pente. 10%, il y en a qui tiennent pas deux bornes hein, dedans, potentiellement. Après, tu t'es entraîné pour et tu as fait les adaptations. Et justement, au niveau des adaptations physiques et surtout mentales, est-ce qu'il y a eu est-ce que tu as dû réadapter? Est-ce que tu fais de la prépa mentale? Est-ce que c'est quelque chose que tu as abordé? J'imagine dans le cyclisme pro, tu as dû le croiser, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Est-ce que tu as adapté quelque chose à ta pratique tu nous as dit que tu avais eu des tendinites au niveau du talon d'Achille, les deux tendons d'Achille. Est-ce que tu as adapté quelque chose, plus de muscu, plus des exercices différents, de la prépa mentale, autre ou pas? Alors, au niveau de la prépa mentale, ça a toujours été très léger de mon côté. Enfin, j'ai déjà eu, des entrevues avec des préparateurs mentaux dans les équipes de vélo. Après, ces dernières années, j'ai jamais eu de besoin, de besoin clair et net voilà, qui me pousse à m'entourer de ce côté-là. Donc, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai poussé. Toujours la question, enfin, je pense que ça peut toujours, ça pourrait très probablement m'apporter. C'est toujours la question des ressources limitées, que ce soit en temps ou en finances. Et donc voilà, faut choisir là où on les alloue. Et moi, ça n'a pas été une priorité ces dernières années. Donc niveau prépa mental, je dirais très léger, mais je pense que je suis quand même, j'ai envie de dire relativement équipé de ce côté-là, parce que je fais quand même de la compétition depuis que j'ai 10 ans. J'ai dû faire des centaines, voire quasi un millier de courses de vélo, donc je sais quand même comment aborder un objectif, comment se préparer. Enfin, j'ai échoué souvent, donc je sais, voilà, voilà, ça donne un petit bagage. Donc forcément, quand j'arrive sur des saisons de triathlon où je sais que je vais faire 5 ou 6 courses dans l'année,
quand dans le vélo c'était plus 50. J'arrive quand même du coup à savoir comment les aborder pour performer et être dans, enfin voilà, les envisager de la meilleure des manières. Donc c'est vrai que de ce côté-là, j'ai pas beaucoup travaillé. Je me suis pas mal reposé sur mon expérience finalement. Après, au niveau de la prévention des blessures, je dirais que ça a pas mal bougé au fil du temps. Il y a toujours, voilà, toujours un peu de renforcement musculaire léger sur les petits exos, j'ai envie de dire renforcement musculaire mobilité sur des petits exos préventifs qui peuvent aider selon les types de pathologies. Et c'est vrai qu'au fil des années, on va dire, on découvre toujours des nouvelles douleurs, un nouveau tendon qui commence à tirer. Du coup, il y a toujours un nouvel exo à ajouter pour corriger ça. Donc ça, de ce côté-là, je me suis fait quand même souvent suivre, enfin, sur certaines périodes par des kinés qui ont pu m'apporter pas mal d'éléments et pas pour pouvoir prévenir et guérir le cas échéant. Donc oui, il y a eu forcément il y a eu de l'apprentissage de ce côté-là. Ouais. Ouais, de l'adaptation en tout cas, que tu faisais pas forcément sur la partie cyclisme avant, et tu travailles pas du tout du coup la force max. J'imagine que tu as travaillé en vélo parce que c'est quand même une qualité importante, la muscu et la force max, la capacité de soulever gros en salle, ou est-ce que c'est un truc par lequel t'es pas passé du tout? Alors j'en ai fait un peu sur mes années vélo, ouais, en muscu pendant les hivers ou même sur des travails de sprint. Jamais de façon très poussée. Sur mes 3 années de triathlon, j'ai pas fait de muscu jusqu'à maintenant. Et là, sur le début de la préparation 2026, on a décidé d'en remettre, notamment pour la natation. Et on va aller du coup plus sur des protocoles type Force Max, mais plus dans l'idée voilà des adaptations neuromusculaires en fait, réussir à mieux recruter au niveau musculaire, plus recruter, et notamment pour progresser en natation. C'est vrai que du coup, moi j'ai pas de passif sur le haut du corps, donc forcément j'ai pas forcément tous les muscles qu'il faut pour bien nager sur le haut, donc ça fait sens de faire de la muscu, et ça fait aussi voilà ça aussi pour accompagner le travail dans l'eau. Voilà, on a décidé d'essayer de voir ce que ça donnait en faisant 2 séances de muscu semaine du coup sur cette préparation 2026 et dans l'idée sur la saison aussi. Ok, et du coup, comment est-ce que vous envisagez, du coup, je dis vous avec ton coach, j'imagine que c'est un travail de discussion et d'échange et que ça doit te convenir, que ton profil ingénieur doit aider à analyser, à décortiquer les stats et les datas. Peut-être que tu le fais, peut-être que tu te reposes à 100% sur lui et que tu n'en as rien à faire. Mais comment est-ce que vous gérez déjà cette partie-là des données et comment est-ce que vous cyclez vos entraînements au niveau des mésocycles et des macrocycles, donc des petites périodes courtes avec développement spécifique, et à l'année, comment est-ce que vous gérez la partie hivernale, automnale, estivale, etc. Alors c'est contextuel, ça dépend vraiment du contexte et des périodes. Donc si on regarde une année, enfin, d'une façon générale, plus on va aller proche des courses objectives, plus on va être spécifique au niveau de l'entraînement par rapport à ces courses objectives. Donc nous, enfin, les courses sur lesquelles je veux performer, c'est des formats Ironman. Donc plus on va arriver proche de la course, plus on va faire de volume et plus on va faire des intensités un peu Ironman. Donc c'est pas de la très haute intensité, mais c'est des longs temps de maintien et c'est beaucoup de travail sur fatigue. Donc ça va être l'approche des courses, ça va être le mois, les 2 mois, les 2 mois et demi qui vont précéder les grosses courses. Et plus on va s'éloigner du coup de ces périodes d'objectifs, plus on va travailler sur des qualités annexes qui sont moins spécifiques, mais qui peuvent du coup venir en support de ces qualités-là. Et du coup, si on regarde un peu d'un point de vue schématique, en fait, en période hivernale, on va plus travailler sur les hautes à très haute intensité pour en fait chercher on va dire, à élever le plafond, du coup, le plafond de performance sur des intervalles courts. Et plus on va s'approcher de la course, plus on va chercher à améliorer le pourcentage en fait de ce plafond qu'on est capable de maintenir sur des efforts de longue durée. Donc, si on prend, enfin voilà, c'est grosso modo l'hiver, je vais faire plus d'intervalles, enfin en course à pied sur des intervalles courts et rapides, et plus je vais m'approcher de l'Ironman, plus je vais faire des sorties longues avec Oui, de plus l'allure spécifique spécifique. marathon Ironman, et ça sera du coup beaucoup moins rapide, mais par contre il y aura beaucoup plus de volume de qualité en fait. Quand tu parles de volume, pour donner un ordre d'idée, tu passes de combien à combien entre la semaine type d'entraînement en hiver et la semaine type d'entraînement en été, quand tu es dans le spécifique ou quand tu es dans la qualité et le physio? Alors je dirais que sur une préparation finale Ironman, souvent c'est 27-28 heures, une bonne semaine.
Après, déjà 25 heures, c'est une semaine qui est déjà correcte. Et l'hiver, j'ai plus tourné sur les bonnes semaines hivernales entre 22 et 23. Entre 20 et 23, ouais, c'est Ce qui un peu est, plus large. déjà des semaines colossales, hein. Tu dis ça en mode c'est plus Après, bas. après À pour ton... deux, c'est plus bas, mais ça reste enfin, un investissement important. Quand tu vois de ma première année de triathlon, je pense que ma plus C'est grosse ça. semaine était à 23 heures. Je travaillais plus à ce moment-là, donc j'avais aussi moins de temps, plus de mal forcément à récupérer, moins de passifs pour encaisser à pied et en natation, Non, mais donc j'en faisais un peu moins. c'est hyper important et intéressant aussi de se rendre compte que tu t'es mis des objectifs qui étaient très costauds et très ambitieux et jouables et tu te donnes les moyens de le faire. Et ces moyens-là, ça passe par des semaines à 20 heures l'hiver et à 27, 28, peut-être 30, voire même 35 heures. Certains triathlètes pros montent jusqu'à 35 sur la période spécifique. C'est du volume qui, pour des amateurs, est hallucinant. Quand tu as des gosses, un taf à temps plein et une vie de famille à gérer, waouh, et que c'est pas ton objectif, hein, et que le but c'est de faire 8 centièmes sur la course en plus, c'est de la finir. Après, je pense voilà, il faut garder toujours le contexte en ligne de C'est ça. mire. Faire ça quand on est enfin, athlète amateur, qu'on a enfin, une famille, des enfants, un job à temps plein, enfin, ça fait aucun sens. Enfin, je pense. Il faut toujours trouver quelque chose qui s'intègre dans ta vie et qui est en accord avec tes objectifs. C'est exactement ça, Enfin, un c'est évident qu'il n'y équilibre a pas besoin entre. de faire ça pour finir un Ironman. Euh, voilà, si tant que tu te fixes des objectifs qui sont un peu en accord avec les moyens que tu peux y allouer, voilà, C'est faut que ça reste cohérent et ouais. c'est exactement ça, allouer les bonnes ressources en face des ambitions que tu as et que tu nourris. Et c'est juste ça, mais c'est pour remettre un peu dans le contexte, parce que sinon 27 heures, tu vas avoir des mecs qui vont te dire ouais, mais c'est hallucinant, c'est beaucoup trop, parce que sorti du contexte et de tes objectifs, pour un objectif de gagner un Ironman et d'une qualif en plus, tu as 29 ans encore, peut-être 30 Oui, l'année 29 ans. prochaine. Tu es dans la pire caté où il y a tous les mecs les plus chauds et globalement, t'as pas le droit de planter ta course. Tu peux pas espérer que les autres soient plus faibles. Il y aura pas de plus faible et à la limite, tu peux optimiser un petit peu le calendrier sur certaines courses. Et encore, il y a des mecs costauds sur toutes les courses et c'est entre guillemets la pire caté pour sélectionner. Quand tu as 60 ans, entre guillemets, c'est plus facile. Il y a deux mecs de 60 ans dans la course. Je caricature, évidemment, c'est pas le cas, mais le niveau d'exigence et de sélection est est un peu plus facile. Donc forcément, tu peux te permettre d'en mettre aussi un peu moins en face. Quand il y a 3 slots, que vous êtes deux, bon, bah, c'est fait, peu importe ce que tu fais, entre guillemets, c'est forcément plus facile. Au niveau de la répartition, tu en parlais tout à l'heure, de la répartition volume des 3 sports, 4 sports avec le renfort, tu l'as à peu près en termes de pourcentage ou de volume, tu répartis ça comment du coup sur les 20, allez, 25 heures de moyenne? Alors, si on est très schématique, je dirais que c'est moitié de vélo, un quart natation, un quart course à pied, en termes de temps. Ouais. Et du coup, Et enfin, très peu de renfort, moins de 10% de ouais, renfort le renfort, massif. je le compte pas là-dessus, ça irait par-dessus. Ouais. Par exemple, si je Ok. fais, on va dire sur une semaine à 20 heures de triathlon, allez, 10 heures de vélo, 5 heures de natation, 5 heures de course à pied, ça serait à peu près une norme. Avec du coup, des fois, à la marge, des variations. Et ce qui va surtout bouger, en fait, quand j'ai monté mon volume pour les Ironman, en fait, c'est mon volume de vélo qui va approcher plus des 15 heures. Et finalement, mon volume course à pied, natation va peu bouger. Parce qu'en course à pied, je me mets, en fait, quasi toute l'année à peu près à la limite de ce que je suis capable à l'instant T d'encaisser en termes de volume. Et en natation, pareil, si j'en fais plus, en fait, j'essaie déjà de nager de façon qualitative. En fait, si j'en fais plus, je commence à trop dégrader, il y a plus d'intérêt, en fait. Puis en plus, enfin, 5 heures, tu y es vite, entre guillemets, quoi. T'as quoi? T'as 2 séances de natte dans la semaine, du coup? Trois? Ah non, je fais des séances assez courtes. Non, en ce moment, j'essaie de nager 5 fois. Après, ça m'arrive de nager 4 fois. Ok, donc tu focuses plutôt la régularité et y aller souvent, quitte à faire que 2000, mais plutôt que d'y aller que peu de fois, mais faire des très grosses séances de 4-5 bornes, quoi. C'est ça. Puis après, sur mes séances de natation, bah, souvent, j'essaie de compter le temps de nage à peu près. Enfin, après, c'est une estimation, et je nage sans montre, mais par exemple, si je passe 1 heure et demie dans l'eau, je considère que c'est 1h10, 1h15 nager. En réalité, en fait, avec tous les temps morts. Oui, on chipote toujours un peu là-dessus, mais c'est important parce que mine de rien, tu peux gratter à 5 séances semaine. Si tu grattes un quart d'heure par séance, tu te rends compte qu'en fait, ton volume à la fin de la semaine, si tu fais ça sur tous les sports, tu peux vite enlever 2-3 heures sur ton volume global et tu perds vite en volume global et du coup en progression potentielle. Donc c'est aussi cool de l'avoir. Est-ce que tu utilises du coup ton profil ingénieur dans l'analyse des datas
ou est-ce que tu te remets 100% à ton coach et s'il te dit de bourriner et que tu t'es touché, globalement, tu fais bah ouais, désolé, je vais me reprendre ou pas? Ouais, j'aime comprendre ce que je fais, donc j'ai quand même une certaine culture de l'entraînement voilà, quand je suis à l'entraînement, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, et j'ai quand même une bonne culture. Je suis capable moi-même de dire après la séance, dans 99% des cas, est-ce qu'elle est réussie ou est-ce qu'elle n'est pas réussie. Donc je regarde les datas. Après, je suis pas non plus obsédé par les datas. Je suis pas non plus enfin, forcément tout analyser. C'est bien Par exemple, ça. mon coach a tendance à beaucoup analyser, beaucoup comparer les séances, comme il donne souvent les mêmes séances, les séances l'une par rapport à l'autre, en comparant les différents paramètres. Moi, je suis pas trop là-dedans. Par contre, à la fin de chaque séance, je regarde quand même ce que j'ai fait. Voilà, on va Ça dire, te permet de faire un checkpoint où tu te dis, bon, bah là, effectivement, les 400, je les tournais en 1,10, là, je les tourne en 1,9. Ça fait 3 mois. Bon, bah, factuellement, j'ai progressé à cardio équivalent, quoi. Très, très schématiquement dit. c'est l'idée, ouais. Ouais. Après, ça dépend évidemment de tout un tas de paramètres et de d'où on en est dans la semaine, mais c'est ça l'idée. Comment est-ce que tu as abordé cette notion de transition? Parce que c'est l'un des plus gros gaps qu'il y a eu sur le passage du triathlon. Comment est-ce que tu t'es entraîné à faire les transitions? Est-ce que tu les as découverts le jour de la course sur ton premier triathlon? Comment tu l'as appréhendé ça? C'est quelque chose sur lequel je me suis jamais entraîné, enfin, très peu. Finalement, sur le long, ça a quand même beaucoup moins d'importance. Bon, faut juste quand même avoir les idées claires et savoir ce que tu fais. Sur mes premiers triathlons, je mettais même pas mes chaussures sur mon vélo, je courais avec mes cales. Donc voilà. Mais après, honnêtement, je l'ai peu travaillé, donc c'est vrai que je suis sûrement un peu moins rapide, hein, même c'est sûrement moins rapide que ceux qui ont fait du court. Je pense pas que ce soit un désavantage énorme. Et honnêtement, la chose sur laquelle j'ai perdu le plus de temps au début, c'est que j'avais du mal à enlever ma combinaison. Maintenant, ça va mieux, j'ai à peu près compris comment on fait, mais à part ça, enfin, je perds du temps souvent en première transition parce que je mets des chaussettes, mais voilà, c'est un choix. Et Pour le après, en confort, dehors ouais. de ça, mes temps sont pas aberrants, quoi. Donc, enfin, mes temps Non, de mais c'est transition, c'est- là, c'est bien, je trouve ça bien que tu le dises parce que c'est quelque chose qui prend la tête à beaucoup de triathlètes ou en tout cas de sportifs qui veulent devenir triathlètes et qui, pareil, au même titre que la natation, se bloquent sur mais la transition, je vais jamais y arriver, c'est un enfer, je sais pas comment m'organiser, je stresse, je panique, je sais pas comment organiser ma zone. Reste très simple et reste très lucide, surtout quand tu sors de l'eau. Pour moi, c'est ça le plus important. Après, effectivement, quand tu es sur un S ou un XS, le pourcentage au prorata de ce que représente la zone de transition par rapport à un full, ouais, quand tu pars pour 9h30 d'effort, 1 minute 30, c'est pas énorme. Quand tu pars pour 1 heure d'effort, 1 minute 30, c'est colossal. Du coup, tu peux gratter du pourcentage de course en moins et ça peut être intéressant. Mais sur du full, tu as prévu de t'y concentrer quand même, t'en occuper un peu et de regarder en détail ou pas à l'avenir dans ta strat long terme? pour les transitions, Ouais, honnêtement, non, parce que aujourd'hui, je sens pas que c'est un facteur limitant, je me sens pas spécialement mauvais là-dessus. Donc après, si un jour je commence à voir que mes temps de transition par rapport au reste du peloton, ou en fait, des fois, quand je vois que j'ai un temps de transition un peu aberrant par rapport au reste, j'essaie de comprendre pourquoi, pour voir ce que j'ai mal fait. Mais quand je vois que je suis à peu près au niveau, je sais que c'est pas là-dessus, c'est pas un facteur déterminant pour la victoire. Donc je vois pas l'intérêt d'y ouais. allouer plus de temps que ça, quoi. En fait, c'est vraiment ça. Tu regardes où sont les forces en présence et où est-ce que tu as le levier d'action le plus gros à actionner pour pouvoir progresser le plus vite possible. Là, par exemple, c'est la natation où tu sais que tu nages en 1,38 sur Embrunman et que tu dois en tout cas estimer en objectif 1,15, 1,20, commencer à te rapprocher de ces chronos-là pour la prétention pro. Il y a un plus gros levier à aller chercher, effectivement, à passer ce quart d'heure-là, à aller gratter ce quart d'heure-là, ou ces grosses 10 minutes-là, déjà, où il y aura un gros, gros travail de fait pour aller gratter. C'est énorme le taf à faire pour aller gratter les 10 minutes. Mais c'est faisable et ce sera plus intéressant, effectivement, que d'aller gratter 20 secondes parce que tu as mis un élastique à ta chaussure et que tu as appris à monter sur ton vélo avec l'élastique à la chaussure, quoi, globalement. C'est ça, puis en venant du vélo, du coup, maintenant que j'ai compris comment je pouvais attacher mes chaussures à mon vélo, je sais quand même sauter sur mon vélo et mettre mes chaussures en roulant, donc ça va, Tu as un certain j'ai- équilibre, j'imagine que c'est voilà, pas effectivement la première fois que tu sautes dessus. Ça aide aussi, mine de rien. Est-ce que tu es chaud de revenir un peu sur l'Embrunman et surtout sur petite comparaison entre 2024 et 2025 et
sur la course que tu nous fais cette année, le ressenti entre guillemets en off, sans filtre, sur le début du parcours, sur comment tu t'es senti, les transitions, ton classement, comment est-ce qu'il a évolué, comment tu t'es géré au fur et à mesure. On va revenir étape par étape, et évidemment, mais est-ce que ça te dit ou pas de revivre ça un peu minute par minute? Bien sûr, ouais, pas de souci. On fera pas minute par minute, parce que sinon on part pour Ça va deux être heures un peu dix. long, ouais. Ça va être très très J'ai long. envie de dormir cette Même, nuit quand même. même si j'adore le triathlon, à un moment ça va être un peu long, surtout sur le vélo, ça risque d'être long. Comment est-ce que tu t'es senti la veille de course? C'était quoi la strat? Comment est-ce que tu as abordé, sachant que là on est sur celui de 2025, donc tu as déjà fait l'Embrunman en 2024 que tu as déjà gagné. Tu arrives entre guillemets en position de favori, tu, tu dois savoir que tu es attendu, ou même si tu le sais pas, tu sais que ton nom il figure au moins dans un top 5 ou un top 10 bien placé, qu'il y a des mecs toujours qui sont là pour venir te chercher. Comment est-ce que toi tu te positionnes là-dessus, et c'est quoi ton scope là sur cette course-là? C'est vrai que l'approche était très différente de l'année d'avant. Bon, l'année d'avant, je venais avec un objectif de podium, mais c'est vrai que personne m'attendait. Et du coup, je m'étais moi-même surpris du coup en allant chercher la victoire. Et là, bon, je venais bah, pour forcément pour gagner à nouveau, mais je savais que j'étais bah, du coup beaucoup plus attendu. Si je me projette, tu vois, un peu plus loin en amont, je pensais que ce serait quelque chose que je trouverais assez inconfortable. Parce qu'en fait, je suis jamais revenu, même dans le vélo. Bon, j'ai pas gagné beaucoup de courses, c'est aussi pour ça, mais sur une course que j'avais déjà gagnée. Et c'est vrai que j'ai vite une tendance bah, du coup, à toujours viser la progression. Donc pour moi, du coup, tu reviens là où tu as gagné. J'ai tendance à dire, bah, j'avais enfin, d'un côté, enfin au fond de moi, absolument envie bah, de regagner. Mais finalement, la veille de la course, je sentais pas une pression énorme. Enfin, pas une pression énorme. Je me sentais bien, en tout cas. Voilà, physiquement, j'avais l'impression d'être bien. Donc, de ce point de vue-là, déjà, quand tu abordes la course en te disant, bon, j'ai fait une bonne prépa, physiquement, je me sens bien, je suis en forme, je suis pas tombé malade. Maintenant, entre guillemets, il y a plus qu'à. Voilà, déjà, c'est déjà un Tu confort. mets Donc, en confiance. voilà, j'étais plutôt en confiance, plutôt motivé. Euh, Après, il y a toujours quand même, il faut le dire, sur des épreuves aussi longues, il y a toujours une petite fébrilité parce que forcément, tu maîtrises pas tout. T'as beau te concentrer, ben voilà, sur ce que tu peux contrôler, il y a toujours un peu ce truc de te dire, ben, entre guillemets, voilà, entre guillemets, faut pas se louper, donc faut pas avoir d'ennui mécanique, tu double-check sur ton T'as beau vélo, être prêt et avoir tout donné sur voilà, 6 mois, si tu crèves, tu crèves, hein. À un moment, c'est il y ça. a aussi, Si c'est une tu crèves, tu réalité, quoi. crèves, mais tu peux aussi des fois faire une connerie en préparant ton vélo et du coup, entre guillemets, T'auto-saboter. saboter une performance de cette façon-là. Donc il y a quand même pas mal aussi de concentration de ce côté-là pour que tout soit enfin, tout se passe bien. Donc il y a toujours cette petite tension aussi, voilà, de bien tout préparer, et d'avoir ton matériel qui soit prêt à faire feu quoi, pour la course. Donc voilà, mais après j'étais quand même dans un bon état d'esprit, je me sentais prêt, donc c'était. T'y allais pour gagner ou pour te battre toi-même? Ce qui est pas tout à fait pareil. Alors, je voulais progresser, donc je voulais me battre moi-même, je voulais améliorer mon niveau de performance, mais d'un autre côté, je mentirais si je disais que je voulais pas aussi gagner. J'avais quand même forcément très envie de gagner. Après, si j'avais, imaginons, fait la même performance que j'ai fait là, mais que quelqu'un était allé plus vite et que j'avais fini deuxième, j'aurais pas été foncièrement déçu parce que ben, j'aurais jugé que j'avais donné entre guillemets le meilleur de moi-même et que j'étais tombé sur plus fort. Donc on va dire, ça aurait été ok pour moi, mais j'avais quand même très envie de gagner, oui. Je dois le Ce que dire quand tu même. veux pas, en fait, il y a deux objectifs en un. C'est le premier step, c'est de battre toi-même et de te montrer que tu as progressé sur tout le travail que tu as fait cet hiver et au cours de l'année. Et dans le deuxième temps, comme tu l'as déjà gagné avec ton chrono, théoriquement, si tu améliores ton chrono, tu es censé gagner encore. Sauf effectivement, s'il y a quelqu'un qui débarque et qui te met 1 heure, bon, bah, à un moment, tu peux rien faire. T'es pas forcément censé gagner, mais t'espères que du coup, en ayant amélioré ton niveau, ça soit suffisant pour gagner. Mais c'est vrai que t'en es jamais sûr, hein. Ouais, ça peut toujours arriver de tomber sur un os dessus. Donc ça, tu l'as assumé, cette position de favori au démarrage, ou c'est une partie où tu t'es pas pris la tête et t'as absolument pas regardé. Après, enfin, y a pas forcément grand-chose à assumer dans le triathlon, comme c'est, enfin, surtout pour moi, en fait, qui vais partir loin, en fait, je vais sortir de l'eau au-delà de la centième place. Donc, il y a pas vraiment enfin, à ce moment-là, en fait, sur le début de course, il y a pas, enfin, il y a pas vraiment de différence, il y a pas un statut, c'est pas comme dans le vélo où tu vas devoir faire, par exemple, rouler ton équipe parce que t'es le favori. Là, tu vas faire ta course et puis si tu dois être devant, tu finiras devant. Mais il y a moins cet aspect-là. Enfin, tu dois assumer. Après, on pourra y revenir plus tard dans la course.
c'est vrai qu'après, sur le vélo, quand tu reprends des gens, euh, tu sais que, entre guillemets, il y a potentiellement pas grand monde qui va t'aider. Et tu sais, bah voilà, que faut que tu fasses ça comme un grand et que si tu dois rentrer dedans, ce sera grâce à toi-même, quoi. De toute façon, ouais, Mais tu c'est tout logique, seul. C'est quoi. l'avantage de pas être très bon en natation, c'est que tu peux que remonter. Enfin, en tout cas, si tu es fort à vélo et pas très bon en natation, tu remontes énormément de place sur la partie vélo et ça, c'est gratifiant mentalement. En tout cas, c'est différent que de sortir premier de l'eau et de se faire poncer par tout le monde parce que tu es une quiche à vélo. Où là, le mindset, c'est plus le même. Les 180 bornes, ils sont longs, quoi. C'est une sale journée que tu passes. Non, c'est vrai que de ce point de vue-là, j'ai de la chance. C'est pas la même dynamique, quoi. Si t'es un très bon nageur et un cycliste moyen et un mauvais coureur, par exemple, c'est une dynamique qui est beaucoup C'est une moins décadence. La journée, c'est une stimulante, ouais. décadence. Tu subis. À un moment, le mental, il lâche aussi. Donc, il y a cet aspect-là, effectivement, où tu remontes et tu es plutôt, du coup, tu dirais que tu es un profil chasseur ou chassé en termes de mindset. Tu es plus à l'aise à aller chasser la tête de course. Ça, dans le cyclisme, tu dois le savoir. Est-ce que tu es plutôt fort quand il faut aller chasser ou tu es plutôt dans la dynamique autonome où c'est toi qui lance l'attaque et qui dépose tout le monde et qui assume après derrière ce que tu viens de déposer? Je pense pas qu'il y ait une position qui me dérange. Après, tu vois, sur le vélo, forcément, dans le triathlon, je suis toujours chasseur et ça me va bien. À vélo. Après, j'aime bien à pied. C'est vrai que si je peux avoir la tête à pied, c'est toujours plus confortable pour moi qu'être chasseur à pied. Ok, Tu vois, donc les deux. parce que du coup, tu te sens quand même, à partir du moment où tu es devant, tu as l'impression de maîtriser un peu, entre guillemets, ton destin. Enfin, Tu fais ta course et t'attends qu'on te rattrape et tu voilà, géreras en fonction si on te rattrape. si t'es devant, voilà, tu sais que tu vas avoir les clés en main. S'il y a quelqu'un qui te rattrape, ben, enfin, t'as pas perdu, quoi. Il faut encore qu'il te lâche, il faut encore qu'il te batte, quoi. Ouais, Donc t'as quand même moi, j'ai quand même un certain sentiment de contrôle quand je suis en train de courir et que je suis en tête de course. On se c'est réserve d'avoir des effectivement sensations décentes. un poil plus. Mais pour revenir sur la natte, du coup, tu sors de l'eau, donc tu fais une natte en 1h38, du coup, donc en 1h02 à peu près, tu sors de l'eau, allez, en 1 heure. On le vend le paquet, paquet d'une heure, légèrement supérieur à 1 heure. Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là quand tu sors de l'eau, que tu sais que bah, il y a potentiellement un quart d'heure, 10 grosses minutes en tout cas avec la tête de course, que tu avais ce statut, tu as cette ambition de progresser. Est-ce que tu as progressé en natation sur la partie nat? Est-ce que tu as gagné du temps déjà? Alors, c'est un peu frustrant, non? J'ai même perdu 30 secondes. On va dire que c'est des performances qui sont équivalentes par rapport à l'année d'avant, alors que je me suis beaucoup plus investi cette année. Comme Mais cela quoi, dit, j'ai été satisfait de la performance parce que l'an passé, c'était une très bonne performance en natte par rapport à mon niveau moyen. Et cette année, en fait, j'ai eu un début d'année très compliqué sur les courses où j'ai fait des très grosses contre-performances en natation. Et du coup, là, je revenais sur les mêmes types de temps que l'année d'avant. Donc déjà, j'ai été, entre guillemets, satisfait de pas avoir perdu plus de temps que ça. Et en fait, moi, je nage sans montre, donc je sais pas exactement le temps que j'ai mis dans l'eau. Mais si je regarde l'heure, en fait, au moment où je monte sur mon vélo, et ça me donne une idée, je connais à peu près le temps de transition, ça me donne une idée de si j'ai à peu près bien ou mal nagé, quoi. Et du coup, là, quand j'ai vu l'heure, je me suis dit, ok, c'est pas si mal. Enfin, en gros, j'ai reçu l'information d'une façon neutre. Je me suis pas dit, bah super, t'as de l'avance sur ton plan de marche. Je me suis pas dit, ah mince, enfin, je pensais pas prendre autant. J'étais bon, entre guillemets, c'est ok. La journée commence maintenant. Maintenant, voilà, faut que tu fasses ton truc, quoi. Enfin, faut que tu, tu as fait le tu, taf, tu as tu fait ce, continues, ce quoi. que tu valais à peu de choses près, sans ni plus ni moins, tu as fait le taf. Maintenant, on attaque les choses sérieuses, entre guillemets. C'était ça, ouais, c'était ça. C'est après ça. Transition, tu la passes en combien de temps à peu près? Parce que tu. Alors, je t'avoue que, en fait, c'est quelque chose que je regarde pas du tout. Donc, je suis incapable de te donner mon temps de C'est marrant transition. ça. Mais elle se passe correctement. Enfin, j'ai envie de te dire On RAS, tolère. quoi. Mon vélo était là, il était toujours gonflé, donc c'est bon. Qui est déjà Et- une très bonne chose de retrouver son vélo à la place où on l'a laissé. C'est toujours cool quand tu laisses 8000 balles en place toute la nuit, tu es content de les retrouver le lendemain matin quand même. C'est une petite satisfaction à chaque fois là-dessus. Donc tu sors du parc à vélo et là tu te dis bah let's go, c'est ton domaine, tu sais ce que tu fais. C'est quoi la strat que tu as appliquée sur ces. Je t'ai dit tout à l'heure, ça démarrait à 20 bornes, c'est plus à 60 que l'ISOAR commence. C'est un peu Mm. vallonné au démarrage. Quelle est la strat que tu as mis en place ou est-ce qu'il y a une strat ou est-ce que tu fais tout au feeling? Alors, j'ai quand même une stratégie de gestion. Après, souvent, je me donne un peu des états d'esprit, en fait, sur les différentes parties du parcours. Ça dépend selon les courses, selon les profils.
Mais j'ai des plages de puissance, j'ai une idée à peu près de là où je veux rouler sur les différentes sections. Et après, je me donne aussi un état d'esprit, soit d'être conservatif, soit c'est une partie où je veux être un peu à l'attaque parce que c'est là où je veux faire des différences. C'est une partie où je veux récupérer parce que je sais que il y a une partie importante qui vient dans la foulée. Et bon, là, je savais quand même qu'il fallait, entre guillemets, enfin, il y avait je connaissais à peu près la startlist au départ, il y avait des bons athlètes, et qu'il fallait pas que sur le vélo, il allait pas falloir que je traîne si je voulais forcément revenir au contact. Et là, je pense que j'ai fait une petite erreur, c'est que je suis quand même parti un peu fort. Je me sentais bien et je suis parti un peu euphorique en fait. J'étais content d'avoir bouclé cette natation. Et du coup, en sortant du parc à vélo, ça, il y a toujours beaucoup de monde en brun. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a mis un petit coup d'adrénaline. Je me suis dit, bon, maintenant, t'as gagné l'an passé, maintenant tu repars avec de l'ambition, maintenant faut y aller et t'y vas. Et c'est vrai que du coup, j'ai fait je dirais un premier 50 km un peu fort. Euh, vous savez, où j'ai roulé très bien, où j'ai roulé très vite et où je me sentais très bien. Euh, je l'ai peut-être payé en toute fin de parcours. Tu vois, du coup, il y a cette première partie du vélo qui se passe très bien pour moi, où je vois que je suis pas mal dans la course. Bon, je remonte, je vois que la puissance est bonne, j'ai l'impression que ça roule vite, que ça défile bien. En plus, j'avais mis la ronflette, donc c'est vrai que sur les parties rapides, je me sentais vraiment efficace. Ouais. Donc c'est vrai que c'était, voilà, j'étais dans, on va dire, j'étais dans un bon mood. C'était une bonne période. Euh, je suis arrivé dans l'Isoire, bon, je me sentais bien, j'ai monté l'Isoire correctement. Là, je dirais, tu vois, je suis parti un peu plus fort que le plan de marche, là, c'était conforme au plan de marche. Donc Il RAS. était combien, le chrono prévu pour passer l'Isoire pur, il était prévu de combien? Alors, je prévois pas forcément de chrono précis, et j'ai même plus exactement en tête. En fait, c'est très dépendant des vents qui peuvent bouger fortement selon les années. Euh, En fait, selon le sens dans lequel tu as le vent, s'il est levé ou pas. Je suis en train de réfléchir. Je sais que souvent, je me dis 3h15 en haut. Je dis peut-être une bêtise, mais c'est là ce que j'ai en tête à l'instant T. Après, je t'avoue que Ouais. je potasse pas tous les soirs les temps de On pourrait pas te l'Ambraman. corriger, je n'ai aucune idée des Mais chronos, donc c'est pas je très dirais que grave. tu vois, 3h15 en haut, c'est pas mal. Euh, Il me semble que l'an passé, j'avais été plus lent que ça, mais on avait eu beaucoup de vent de face au début. Et du coup, le retour avait été très rapide. C'était pas les vents habituels. Cette année, c'était un peu pareil, mais en moins marqué. J'étais un peu en avance. Au sommet, j'étais sûrement une bêtise, mais j'étais peut-être à 3h12, 3h13, je sais plus Ouais, non, mais exactement. ok. En tout cas, j'étais un peu en avance sur le plan de marche que j'aurais pu envisager. Et jusque-là, tout se passait bien parce que j'étais retour dans le top 10. Du coup, déjà au sommet de l'Isoire, autour de la 7, enfin, peut-être la 7, 8e place, je sais pas plus exactement. Ok, donc c'était ma Donc deuxième j'étais, question. T'es arrivé, t'as rejoint la tête de course. Ils étaient loin le pack de tête ou pas? Alors, j'étais de retour dans le noyau dur, mais la tête était encore très loin. Je pense que c'était encore à peut-être 6, 7 minutes. Ok. Après, Donc on n'a pas encore un toujours effort à énormément fournir. d'écart, mais grosso modo, ça devait être ça. Mais il y avait encore un vrai gap. Et ce qui s'est passé sur le retour, c'est que du coup, je me suis retrouvé assez vite du coup, avec des bons athlètes que je connais, parce que enfin, je cours souvent avec eux. Et c'est vrai qu'après l'Ambraman, c'est une portion assez plate. Et là, du coup, je me suis retrouvé à la tête un peu d'un groupe. Et du coup, avec pas mal de monde sur le porte-bagages, hein, du coup, dans le respect des règles du drafting, dans le respect des 12 mètres. Et du coup, avec du monde derrière moi, et dont deux athlètes que j'ai en fait pas réussi à lâcher jusqu'à arriver dans Embrun, mais qui m'ont jamais, que je voulais sur certaines portions un peu faciles, entre guillemets, qu'on se passe des relais, enfin des relais à 12 mètres, hein, comme ça se fait dans le triathlon, Oui, pour un on peu, connaît, on connaît cette théorie, va. Après, moi, je suis quand même assez, enfin, vis-à-vis du drafting, très carré. Enfin, déjà, je me débrouille tout seul par rapport à là où je sors. Oui, t'as les Et compétences pour, mais c'est un fléau dans le triathlon. J'en ai fait plusieurs oui, épisodes. C'est problématique. après, quand même, quand t'es à l'avant de la course comme ça, t'as quand même rapidement des motos, euh, C'est plus avec des facile de vous juges. contrôler vous que le top 500 où ils sont des packs de 50. C'est Bah, plus surtout, en compliqué. fait, ça dépend des courses. En brun, c'est spécial. Il y a quand même de la place. Les concurrents sont assez espacés. Tu peux respecter les règles. Moi, j'ai vu du coup des courses comme Nice où j'ai fait le 73 où quand tu reviens, tu vois les age groups qui partent pour l'Ironman. En fait, c'est juste impossible de respecter les règles quand il y a de monde. Donc après, là, tu peux pas forcément vouloir aux gens de pas respecter les 12 mètres parce qu'il y a une telle densité
telle Oui, densité non, de mais cyclistes sur le il y a début, ne c'est pas pas respecter les règles parce que la route le permet pas et il y a, se retrouver te dans un mettre pack dans et le. faire: «Oh là là, bah, c'était ma vitesse, j'ai jamais pu en sortir» et se faire 20 bornes dans un pack où tu es en mode: «Ah zut alors, quel dommage, j'ai Non, drafté». non, non, c'est clair. Après là, tu vois, du coup, sur ce retour-là, enfin pour moi, enfin, j'ai pas des yeux derrière la tête, mais c'était honnête, quoi. Enfin, il y avait les deux Ouais, ouais, non, athlètes, mais ils roulaient à distance, c'est c'était, marrant que c'était. que tu abordes le sujet, parce que j'imagine qu'à votre niveau, ça joue encore plus qu'à notre niveau amateur, où nous, c'est juste énervant parce que à la machine à café lundi matin, bah, le mec a la même stat que toi et ça vaut pas la même chose. Mais vous, on parle de classement, on parle potentiellement de money prize à la fin, on parle de réel impact sur la course. C'est quoi ta position là-dessus? Parce que moi, j'ai une position assez tranchée sur le Ah ben, draft. pour moi, enfin, de respecter les règles de drafting, enfin, c'est extrêmement important, surtout pour moi qui profite pas trop des dynamiques de course. Donc, j'ai toujours quand même, c'est déjà un avantage de rouler à 12 mètres ou à même à 20 mètres. Donc, j'ai envie forcément qu'elle soit respectée pour pas avoir on va dire, un désavantage supplémentaire. Donc, moi, je suis très ferme là-dessus. De mon côté, j'essaie aussi de me les appliquer, voilà, enfin, au mieux, quoi, de dépasser les Dans la concurrents limite du réel rapidement. possible, évidemment. Et si jamais je dois entre guillemets rouler avec quelqu'un parce qu'on roule à la même vitesse, ben moi respecter cette distance si je dois me retrouver derrière la personne. Ouais. Enfin Ou pour tu moi te décales. voilà en théorie t'as pas le droit de te décaler. Enfin tu te décales quand Ouais. tu doubles, mais t'es censé respecter cette on va dire cette zone de 12 mètres sans voilà peu importe si t'es décalé ou pas, t'es censé pas y entrer. Et donc enfin moi c'est quelque chose à quoi je suis sensible et où enfin, je tiens à ce que ça soit respecté. Du coup, j'essaie de me l'imposer, de Ouais. me l'imposer moi-même. Je milite pour que ce message-là passe, surtout en amateur où ça ne sert à rien du tout. Mais, mais bon, malheureusement, ça Ah, fait partie de notre sport. C'est une réalité aussi qu'on peut pas nier sur les courses. Et ça se voit en pro. Il y a l'image des JO où les mecs ont freiné la course et là, tu te retrouves avec un autre problème. C'est les gros rouleurs se sont retrouvés freinés. Personne voulait faire l'effort. Ils ont roulé en énorme pack. Ils étaient à peine à 38 ou 39, ce qui pour eux est pas grand chose. Et ils ont attendu de se départager sur la course à pied. Et je me rappelle de cette image des JO sur l'avenue des Champs où ils arrivent tous en front. Et tu te dis, ça n'a pas, ça n'a pas de sens. Ça enlève le charme du triathlon et ça enlève du coup, toi qui es un gros rouleur, ça enlève ce truc, cette capacité de s'exprimer potentiellement pour certains athlètes. c'est sûr. Après, bon, le court distance, c'est un autre sujet parce que là, le drafting est autorisé, donc ça fait partie de la course. Et je pense que ça fait aussi partie du Ouais, charme de la mais course. c'est la strat, c'est ça. Mais Voilà, ça donne des images qui sont, c'est moins beau, quoi. Enfin, c'est moins l'esprit triathlon. bah, il y a moins cette pureté de l'effort solitaire. Après, j'ai envie de te dire, Ouais. c'est un sport différent, donc ouais, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais, Ouais. mais toujours, Bon, toujours est-il, ouais. du coup, il te drafte pas, mais il est derrière. Tu sens que tu es suivi. Voilà, je sens que je suis suivi, donc bon, pour être honnête, enfin, ça m'agace un peu parce que forcément, t'as deux gars sur le porte-bagages, dont un que je connais et que je sais qui court bien normalement. Donc je me dis, bon, est-ce qu'ils sont en train de profiter de moi? Mais d'un autre côté, voilà, par rapport à la tête, bah, j'avais quand même besoin de combler. Et du coup, enfin, voilà, je me suis fait aussi confiance. Et je me suis dit, bah voilà, de toute façon, tu continues et tu y vas pour toi-même. Mais cela dit, il y a aussi le fait que je commençais à me sentir moins bien. En fait, j'ai eu un peu le contre-coup de mon début de course et du coup, sur la fin de course, je sentais que, enfin, la fin de course partie vélo, je sentais que physiquement c'était moyen, que je commençais un peu à taper la tête. Donc j'étais un peu là, du coup, d'un point de vue mental, j'étais dans une phase un peu plus négative. Je me Ok. disais, ouais, t'as un peu loupé ta gestion. Bon, après, voilà, il y avait rien d'alarmiste, mais j'étais pas content du vélo que j'avais fait et notamment dans la côte de Palon. Tu vois, c'est la dernière côte que tu montes avant Le de dernier redescendre le dernier sur grand tape Embrun. cul avant de redescendre sur Embrun. C'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, dans cette côte-là, je lâche les deux au pied en faisant le pied assez fort, mais sur le haut, par contre, je tape totalement la tête et je finis Palon, mais un peu, pour moi, un peu à l'agonie, quoi, par rapport. Enfin, j'ai l'impression d'être un peu planté. Et bon, enfin voilà, bon, après, et du coup, je finis ce vélo en me disant, entre guillemets, pas top, quoi. Je suis à 4 minutes de la tête, donc toujours en Ah, place pour jouer. Je dois poser en troisième position, donc il y avait que ouais. trois ou quatrième, je sais plus, mais en tout cas, il y avait plus énormément d'athlètes devant moi. T'as quand même fait Euh, un gros vélo. Le job est fait. Est-ce que tu as progressé par rapport à 2024? alors, j'ai fait un bon temps. J'ai dû gagner peut-être 4 minutes. Après, c'est toujours difficile de comparer avec les Ouais. conditions. Et je suis pas si loin je pense que c'est Arthur Orso qui a fait le record de l'épreuve, qui a le record vélo.
et je dois être à moins d'une minute de son record. Donc j'ai fait un bon vélo, enfin avec le recul, mais je pense qu'il y avait mieux à faire en termes de gestion. Et après, c'était plus sur l'aspect mental, en fait, quand tu finis une portion d'un triathlon en perte de vitesse, c'est jamais ce qu'on recherche. On cherche Surtout plutôt avant toujours à d'attaquer monter la en course à pression. pied. Voilà, on cherche plutôt à monter en pression. Et bon, j'arrive à cette deuxième transition qui se passe normalement, et je commence à courir. Et sur le début, en fait, sur le début de la course à pied, je me sens pas hyper bien. Je me sens, ça court bien, ça court normal, enfin, plutôt sur des 3,20 bonnes à peu allures. près. T'es en 3,20 de moyenne, ça court plus que bien. Non, non, au kilomètre, alors sur l'intégralité du marathon, j'ai couru 3,50 du kilomètre. Ah non, t'es en combien? 3,20, Tu fais le marathon en combien? En je fais le moyenne? marathon en 2,40, 2,40, 2,41. Ouais, c'est ça. Donc t'es plus. Non, pardon, autant pour moi, t'es plus sur du Ouais. 3,50 du coup sur les bonnes Ouais, distances. si je cours, du coup, tu cours en 3,20, ça fait un marathon en 2h20, Ouais. donc ça aurait été un record du monde Ironman. Effectivement, on doit pas être loin de Blumenfeld là. J'y suis pas encore. Ah, c'est mieux que même Blumenfeld, là, tu mets une dizaine de minutes. Ouais, ce serait beau. C'est un autre- Ce serait ça serait impossible, beau, pas impossible. Il y a du boulot, mais, effectivement. Donc, mais voilà, 3,50 à peu près. grosso modo, après, j'ai dû partir un peu plus vite sur le début, peut-être 3,40, 3,45. Et par contre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes sensations se sont jamais dégradées, en fait. Enfin, sont restées assez stables. Et du coup, j'ai réussi à sortir d'un très bon marathon. Parce qu'il faut quand même savoir, du coup, dans le triathlon, bah, déjà, il y a du dénivelé en moins, il y a quand même 400 mètres, donc c'est pas un marathon plat. Et en plus, on court dans l'après-midi, donc il faisait pas extrêmement chaud, mais il faisait quand même, je pense, plus de 30 degrés. Donc il y avait quand même un ressenti chaud qui est limite, hein, sur Ouais. des efforts comme ça. Et, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai longtemps été deuxième, et j'ai réussi à reprendre l'athlète qui était en tête à un tour de l'arrivée, donc à 14 km de l'arrivée. Et voilà, j'ai fait un marathon qui a été très solide parce que j'ai peu perdu en vitesse en fait au fil des kilomètres. L'an passé, j'étais parti assez fort, mais finalement un peu moins fort que cette année. Mais j'avais quand même tapé un peu la tête sur le dernier tour. Et là, cette année, j'ai couru de 40, quasi de 41. Si t'extrapoles sur la distance 42,2, ça vaut un de 41. Ouais. Il doit y avoir 42,0 Mais du coup, en termes de tu as distance. quand même amélioré ton chrono de 13 minutes. Donc, l'objectif premier est fait. Tu as progressé, in fine. Et tu finis premier. Donc, en plus, tu revalides ta place. Est-ce que tu y retournes l'année prochaine ou pas? Alors, c'est clair que, enfin, au niveau de la perf, c'était un gros step up par rapport à l'année d'avant, et même au niveau du marathon, pour moi, c'était quand même entre guillemets, c'était la grosse satisfaction du jour. Et du coup, c'était le record marathon de l'épreuve, c'est quand même un marathon qui est assez dur. Donc, Parce que si là, tu n'es je pas loin du validais, record de l'épreuve, du record officiel de alors l'épreuve. le global, c'est la deuxième performance sur l'épreuve. Il y Ouais. a Arthur Orso je pense, il y a 3 ans, avait fait 9h13, je crois. Ouais, il est 3 minutes. C'est 9h13 ou c'est lui, il est 9h15, je 3 sais minutes plus. 20. Le 3,20 que j'avais en tête, il vient de là. Il est 3 minutes 20 devant toi. C'est ça doit être ça, ouais. Donc voilà, et donc la performance globale était très satisfaisante pour moi sur cette année. Pour l'année prochaine, en toute franchise, c'est très très probable que j'y retourne. Parce que Yes, en j'avais fait, 203. l'an passé, quand j'ai gagné une première fois, j'avais pas forcément très envie d'y retourner directement l'année d'après. Je pense parce que j'étais pas forcément confortable avec le fait de retourner là où j'avais déjà gagné. Et j'avais aussi l'objectif d'être au championnat du monde à Nice, qui sont mi-septembre et qui sont donc assez proches. Et en fait, au final, je me suis pas qualifié pour Nice. Donc après, c'est devenu une évidence pour moi de faire Tant mieux, l'Entraman. tu vas à Hawaï du coup. Vu qu'ils ont tout rebasculé à Hawaï, c'est presque mieux quand même d'aller à Hawaï. C'est un peu plus stylé. Bah, le problème, il faudrait déjà que je me qualifie. Donc c'est Oui, un autre c'est un problème. step. C'est un Et step. j'aurais quand même enfin, aimé le faire à Nice parce que pour moi, le parcours vélo de Nice est beaucoup mieux qu'Hawaï. Il correspond beaucoup mieux à mes qualités. Ah Et en oui, fait, ça. moi, en tant qu'athlète, ce qui m'intéresse, c'est de courir contre les meilleurs du monde. Que ce soit à Nice ou à Hawaï, finalement, ça Ah, m'importe peu. ça, c'est marrant comme Finalement, mentalité parce que c'est pas courant. Donc, c'est pas tant Quinca et le fait que ce soit Hawaï, le label Ironman, etc., qui t'attire, que juste l'ego, enfin, l'ego, rien de péjoratif, hein, mais l'ego de te dire, je veux être le meilleur et je veux aller battre les meilleurs. Enfin, dans une après, bataille, quand ouais. l'adversaire est dur, c'est là que je pourrais m'exprimer. Pour moi, tout le sens d'un championnat du monde, ça va être d'aller courir contre les meilleurs du monde. Et c'est là où
enfin, où je trouve que des fois on se perd un peu avec Iron Man et toutes ces histoires d'Age Group, de championnat du monde d'Age Group. Pour moi, c'est un peu quand même, c'est assez symptomatique en fait que les gens aient envie d'aller à Hawaï pour un championnat du monde, mais pour l'histoire d'Hawaï. En fait, ils ont pas tellement Oui. envie de faire le championnat du monde, ils ont envie de courir une course mythique à Hawaï. Et Non, du mais coup, oui, mais c'est pour ça que finalement, je ils le s'en fichent du souligne. championnat du monde, donc pourquoi appeler ça, enfin, est-ce que ça a vraiment un sens de faire un championnat du monde, tu vois, Pour moi, ça perd pour c'est Iron dégoûtage? Man qui gère trop bien sa com et le Mm, marketing et qui du coup mm, dénature entre guillemets la perf sportive en elle-même. Dénature, on s'entend, hein, avec des énormes guillemets à tout ça parce que ça reste les meilleurs et qu'il y a quand même une énorme mm. bataille en tête qui se Oui, c'est passe, clair. mais qui a effectivement sur tout le reste de la course, tu as des mecs qui cherchent juste à chanter, à aller sélectionner la bonne course avec le moins de D+, à drafter, à essayer de choper la bonne catégorie d'âge avec le moins de mecs pour sélectionner. Et ils sont même pas en forme hein, le jour J, ils s'en foutent. Juste, ils veulent y aller et ils sont en mode bah non, mais j'ai fait ma course, je suis qualifié, j'ai participé à Hawaï, basta quoi. Après, c'est, enfin, c'est honorable de vouloir aller faire une course qui a écrit la légende de ton sport et de vouloir t'y mesurer. Mais Bah, pour Iron moi, Man c'est a quand géré même, là-dessus. mais quand même, pour moi, la mentalité d'un championnat du monde, c'est de voir où tu te situes par rapport aux meilleurs, quoi. Je dirais que c'est la mentalité d'un champion, plus que la mentalité d'un championnat du monde. C'est Même sans être, ouais, sans être un champion, la mentalité de quelqu'un qui fait du sport performance. Et, oui, mais donc d'un mais champion. voilà. Si tu, en fait, à un moment, quand tu fais du sport performance, c'est de te battre toi, te dépasser toi. Mais à un Mm, moment, c'est aussi à être te confronter aux autres et essayer d'aller voir ce que tu vaux par rapport aux autres, voire bah, de faire la nique aux autres et d'être meilleur qu'eux, parce que on s'entraîne tous pour ça. Et il y a ce truc-là aussi, c'est de pouvoir aller boire une bière avec eux derrière après et de dire bon, je te l'ai mise quand même sur le vélo là, t'étais où, tu prenais un café. Il y a ce petit truc qui est satisfaisant, qui est très très cool. Mais enfin, moi, j'y vois rien de négatif parce qu'il y a beaucoup de gens qui, aussi, pareil, sur l'ego, où on va te dire, bah non, c'est pas par rapport aux autres que tu te bats, etc. À un moment donné, quand tu veux, quand l'objectif c'est Hawaï, effectivement, quand tu fais tourner toute ta vie autour de ce projet-là et que tu mets les 27-30 heures de sport semaine, si à un moment, si tu peux poncer un mec et le déposer dans le col, tu vas poncer un mec et tu le déposes dans le col. C'est plus les mêmes scopes, entre guillemets, que le sport santé ou le sport mm. découverte. Après, j'ai envie de te dire, si t'es totalement, si t'es pas du tout centré sur la performance et sur le résultat, alors pourquoi aller faire une course? À la limite, ton Ironman, fais-le au départ de chez toi. Enfin, à ce moment-là, si c'est juste te Oui, dépasser mais tu as quand toi-même. même le côté mythique. Et c'est là où Iron Man a bien joué la Oui. carte communication et marketing, pour le coup. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, toute personne, enfin, quand tu prends part à une compétition, c'est quand même une compétition, c'est pas une randonnée. Donc, à partir de là, il y a un classement. Donc, il y a forcément un élément de comparaison. C'est peut-être pas ton moteur premier, mais Ouais, ce serait te mentir que de dire qu'il est pas là. on est d'accord, mais en fait, enfin, pour moi, là, c'est dur parce qu'il y a les deux casquettes en tant que coach et il y a les deux visions. Il y a la vision performance où moi, à titre perso, je suis dans la vision performance et j'ai envie effectivement de donner le meilleur, de rien regretter et de pouvoir avoir le plus gros chrono in fine. Et ensuite, les athlètes que j'accompagne, c'est autre chose, c'est un rêve qui poursuivent. Pour la plupart, c'est même essayer de mettre des habitudes en place, commencer à sortir de la sédentarité, commencer à éloigner un peu le médecin et les maladies cardiovasculaires. On est dans un autre scope et c'est plus comme un objectif plaisir de se dire il me faut une motivation, il me faut un truc, c'est mon rêve. Ils voient les images des mecs qui font Hawaï, ils voient, ça donne envie, ils foutent le frisson, ça fait rêver. Et c'est pas du tout avec la prétention d'aller battre quelqu'un, mais c'est plutôt avec la prétention, eux, de se dire bah, je vais structurer ma vie pour y arriver. Et pareil, en ultra trail, c'est sur ce chemin-là, c'est moi que je vais trouver. C'est pas Mhm, forcément dans la notion de performance. Et là, on est plus dans la notion de mhm. santé. Du Non, mais coup, c'est, oui et ok. non. Pour moi, les deux cohabitent. Non, oui, je comprends. C'est vrai que ça donne une deadline et ça est quand même, aussi quand même, Ouais, une motive l'événement en aussi. tant que tel est stimulant aussi. Tu le fais au départ de chez toi, tu croises ton voisin Roger qui te dit bah qu'est-ce que tu fous, tu vas chercher le pain, c'est quand même vachement moins, ça a moins de gueule que quand tu es sur le parcours d'Ironman avec le tapis rouge où il y a un mec qu'on a payé pour dire toute la journée you are an Ironman et qui fait ça pendant 10 heures. C'est autre C'est vrai, chose. Tu vois ou pas c'est ce vrai, truc-là. ça Mais fait par plaisir. contre, moi j'adore cette mentalité de champion et je surkiffe ça parce que je trouve ça beau en fait de réussir à se dire c'est ça que je vais aller chercher. Moi, ce que je veux, c'est que la bataille soit belle. Et pour que la bataille soit belle, il faut que les adversaires soient beaux. Ça sert à rien d'aller gagner. Enfin, tu pourrais aller en U16 et poutrer tout le monde et te dire bah ouais, super, je suis trop fort. Quel intérêt Quel intérêt derrière de faire ça? Ce qui est intéressant, c'est d'aller avec des mecs qui ont ton niveau, ton âge et ton entraînement et de te dire ok, qu'est-ce que vous valez, qu'est-ce que je vaux.
où est-ce que je me place et qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce qui va pas si ça donne pas non plus. Mais c'est cool, en vrai, c'est trop bien. Et du coup, Parce que, l'objectif, c'est Hawaï et c'est de gagner Hawaï derrière. alors, enfin, à l'heure actuelle, j'en suis trop loin, tu vois, pour le formaliser comme ça. Ce serait un Déjà, rêve. dans un premier temps, je sais pas si on peut parler d'un rêve, c'est sûr que ça serait, enfin, en fait, honnêtement, je l'envisage pas vraiment, donc je sais pas te dire ce que ça serait pour l'instant. J'espère qu'un jour ça deviendra un objectif, mais à l'heure actuelle, c'est trop loin, tu vois, pour le formaliser aussi clairement. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais réussir à me qualifier. Du coup, souvent, il faut faire un podium, enfin, sur une course Ironman, ça, je pense que j'en suis Ouais. capable. Après, il y a quand même toujours cette natation qui me, en fait, vraiment pour moi, la clé de voûte, c'est comment je vais réussir à faire progresser cette natation. Parce que, voilà, à l'heure actuelle, en vélo et en course à pied, juste que je suis à un très bon niveau par rapport au peloton pro global. Ouais. Et bien sûr qu'il y a des athlètes qui sont meilleurs que moi, mais j'ai envie de te dire, à l'heure actuelle, j'envie rien à personne. Je pense qu'avec mes cartes, je peux jouer. Donc après, à voir à quel niveau, mais sur vélo, course à pied, je peux jouer. Ouais, c'est vrai que Et, se faire prendre 10 minutes d'avance sur des pros, parce que l'Embrun, il y a du très beau monde et il y a un très beau plateau, mais c'est pas forcément là où tu as tous les pros du plateau qui viennent se rencontrer. Prendre 10 minutes par des pros, c'est pas dit que tu les remontes sur le vélo et que le gap soit suffisant pour aller les chercher, quoi. non, non, c'est clair. Bah, c'est au plus haut niveau à l'heure actuelle, enfin, c'est impossible. En tout cas, c'est impossible pour moi. Donc, faut réussir à nager plus vite. Et après, ça, enfin, on va dire, c'est un gros inconnu. C'est comment je vais réussir à progresser en natation. Du coup, Ouais. j'allais te dire ma C'est ça. progression en course à pied. Autant les débuts ont été très compliqués en course à pied, autant ma progression enfin, est extrêmement, enfin, me satisfait pleinement parce qu'elle a été vraiment assez rapide et je peux déjà dire que je suis un bon coureur par rapport Ouais. au peloton pro sur Oui, Ironman. avec un chrono en 2,40, 2,42 sur marathon, tu es même un très bon coureur tout court. Même si tu enlèves le reste de l'Ironman, tu vas te faire un marathon sec, c'est déjà un très bon chrono de marathon sec que tu sors. Mais Oui, après, ça reste, c'est pas un chrono, tu vois, de haut niveau en marathon, tu vois. c'est pas Sur très haut Ironman, niveau. quand tu commences à courir dans les 2,30, en dessous de 2,40, donc je pense que j'aurais été capable cette année sur un parcours un peu plus favorable. Ouais, C'est que déjà, voilà, t'es dans les t'es en train de bons jouer avec athlètes les du pros. sport, t'es dans les pros qui savent courir, quoi, enfin, peut-être, je sais pas, dans les 15 pros qui savent le mieux courir, tu vois, Ouais. sur Ouais, on Ironman. s'entend là-dessus. Est-ce que moi, parce que quand j'ai regardé ton profil et j'ai lu un peu ton parcours, etc., ça m'a fait penser à quelqu'un. Je sais pas si tu vois à qui je fais allusion. Le fameux GOAT Laurent Jalabert, évidemment, et qui vient du cyclisme, qui a été cycliste pro. Est-ce que tu t'inspires de lui? Est-ce que tu n'as pas envie du tout d'être comparé à lui? Tu veux faire ta propre histoire et ton propre tracé? Ou est-ce il y a quand même un truc de ah, c'est jouable, c'est cool ce qu'il a fait, je dois pouvoir pas être loin. En toute franchise, ça n'a pas du tout été, enfin, pas du tout été une inspiration, tu vois, dans mon passage au triathlon, c'est que j'avais vu qu'il avait fait du triathlon avant, enfin, qu'il a fait du triathlon, pardon, à la suite de sa carrière, bon, en projet perso. Après, bon, il a fait, bon, une carrière vélo, enfin, qui a rien à voir avec la mienne, voilà, Ouais, voilà. Mais en revanche, sa transition vers le triathlon, du coup, il l'a fait assez tard et il l'a fait plus ouais. en projet de retraité, qu'on va dire, enfin, un retraité très très actif. En tournant extrêmement bien quand même, alors sous couvert de sa KT, mais même malgré sa KT, il fait quand même des chronos à faire pâlir des petits jeunes qui se la collent pendant 10 piges Bah, dessus. c'est sûr qu'il a un très bon niveau de performance dans sa catégorie d'âge, mais tu vois, pour moi, enfin, par rapport à l'investissement que je fais dans le sport, à l'heure actuelle, ça reste une performance en catégorie d'âge, donc qui peut être Ouais. très inspirante, parce qu'il y a plein de gens en catégorie d'âge qui font par rapport à ce qu'ils peuvent y investir, par rapport à, voilà, à leur vie au quotidien, qui font des choses impressionnantes. Donc ça, enfin, y a pas de jugement là-dessus. Mais moi, c'est pas ça qui m'inspire. Moi, ce qui m'inspire, c'est la haute performance. Tu vois, c'est plus du coup, les gars qui vont jouer devant, mais chez les pros. Ouais, être pro, Euh, vraiment, pouvoir signer des contrats avec des grosses marques, non, être pro et non, trucs comme ça. pas dans ce sens-là, mais par exemple, moi, ce qui m'inspire, c'est de voir un gars qui va courir plus vite que personne n'a jamais couru sur un marathon Ironman. C'est de voir, je sais pas, un Gustav Iden qui court 2,36 à Kona, ça m'inspire. De voir Casper C'est Storm qui passe la vraiment la barre des perf 2,30 à pure, quoi. Nice. Voilà, c'est voilà, oui, la perf. Voilà, le niveau d'excellence
bah, Ouais, dans ton tu veux sport, que le quoi, où chrono tu parle pousses de les lui-même et curseurs, en fait. tu veux pouvoir t'asseoir et qu'il y ait aucune question et juste qu'on dise: «Bon, bah, écoute, tu viens de faire un un record du monde et basta, Après, quoi». après, enfin, j'ai pas enfin, forcément cette ambition-là de, voilà, mais en tout cas, Non, ce que j'admire, c'est la performance, et c'est, voilà, c'est les gens qui sont capables de, c'est plus eux qui vont m'inspirer, qui sont capables de pousser les limites de leur sport et de, on va dire, de le faire évoluer, de casser aussi des barrières, finalement, ouais, des barrières c'est qu'il ce peut qui y te avoir. permet de te nourrir le moteur et de donner l'essence au moteur. Je dissocie bien ambition et rêve de Mm. d'objectif et je suis hyper d'accord avec toi qu'effectivement, que le step soit trop haut et que ce soit pas encore un objectif parce qu'il y a pas de date et qu'il y a pas un plan d'action pour y arriver, c'est plutôt lucide comme façon de voir les choses et qui est effectivement par contre un plan d'action pour progresser et se rapprocher step by step jusqu'à l'effleurer potentiellement ou pas. Ce qui est là tout le frisson de notre sport, c'est qu'on sait jamais jusqu'où on peut aller tant qu'on n'y a pas essayé d'y aller. C'est ça qui est trop cool. C'est faisons l'effort, allons-y, dépassons-nous et on va voir où est-ce que ça s'arrête. C'est ça qui est beau. Mais enfin, je trouve ça inspirant d'assumer cette vision performance et chrono parce que enfin, du coup, il y a beaucoup sur les réseaux, notamment, et j'y participe à 100%, j'ai ma part là-dessus. Ça doit te faire marrer de regarder sur les réseaux la différence entre la com et les réels athlètes et entre ceux qui inspirent, entre guillemets, le grand public et qui permettent une porte d'entrée sur le triathlon. Je pense notamment à Iron Newman qui était sur l'Embrunman, qui a fait une vidéo YouTube qui a été vue plus de 60 000 fois, je crois, la dernière fois que j'ai checké, qui est pas si vieille que ça, qui est une porte d'entrée sur le triathlon en faisant ça hyper bien. Il a quand même un petit niveau et un gros chrono. Comment tu vois ça? Comment tu te positionnes là-dessus et comment tu appréhendes toute cette partie-là qui n'a rien à voir avec le sport ni la performance, mais qui pour autant, bah, tu peux te faire mettre à l'amende sur des contrats sportifs pro parce que le mec a juste plus d'abonnés sur Insta ou sur YouTube. Alors, ouais, pour donner un peu de contexte, c'est vrai que moi, ma première, enfin, ma grosse, on va dire le gros point qui me manque en natation, enfin, en triathlon pour être meilleur, c'est la natation. Ça, c'est le premier point. Je dirais que le deuxième, c'est la partie communication et réseaux sociaux où je suis un peu aussi à zéro. Donc, j'ai envie de te dire, je regarde ça d'assez loin parce que à l'heure actuelle, je suis pas hyper connecté là-dessus. Après, c'est vrai que du coup, on voit du coup, pas mal d'influenceurs qui réussissent à avoir des contrats, enfin des partenariats en tout cas avec des marques pour les Ouais, représenter. Moi, à vivre même très très, très bien, hein. Pour être de l'autre côté, j'ai les chiffres, ils vivent mieux que les pros juste de l'influence. peut-être, je t'avoue que j'en sais rien. Après, moi, je regarde ça enfin, finalement d'un œil assez neutre. Parce que finalement, j'ai envie de te dire, c'est la loi du marché. Ouais, bah, Si les totalement. marques sont prêtes à leur donner de l'argent, du matériel, etc., c'est parce qu'ils ils ont un retour sur investissement qui est réel. Et Ouais. donc, entre guillemets, on peut pas leur en vouloir Ah non, d'utiliser c'est c'est plus toutes factuel de comment tu le vois dans ta carrière et dans ton plan. Où est-ce que ça prend sa part dans ton plan de ta stratégie globale? Parce que si tu veux devenir pro, ouais. va falloir arrêter d'être un G. Il y a bien un moment où ça va clasher, même si tu es en mi-temps, et où va falloir faire un choix. Non, c'est clair que, enfin voilà, du coup, ça fait partie de mes objectifs pour l'année prochaine, c'est de développer un peu ma Développer ça. communication et d'être un peu plus présent pour partager un peu plus ce que je fais. Après, l'objectif sera quand même de rester toujours, on va dire, en accord avec moi-même. Je vais pas, enfin, Oui. voilà, je vais pas devenir un vendeur de code promo sur Instagram. Enfin, Ne ça fais pas m'intéresse ça, pas et c'est c'est pas horrible. Ne moi. fais pas ça. C'est monstrueusement horrible de faire que des pubs. C'est imbuvable. Mais voilà, après, je pense qu'aussi en tant qu'athlète, on a quand même enfin, on peut avoir des choses à partager. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut que je travaille vis-à-vis de enfin, voilà, je pense que par rapport à un influenceur, on a une vision assez différente de notre sport, mais je pense qu'on a aussi une certaine expertise dans certains domaines que eux n'ont Ah pas et oui. qu'on peut peut-être apporter, et aussi du coup peut-être enrichir un peu le type de contenu qu'on peut trouver sur les réseaux. Donc après, voilà, c'est en cours de réflexion, mais c'est évident pour moi qu'il va falloir que je développe cet aspect communication si je veux pouvoir pratiquer sereinement mon sport et voilà, pouvoir envisager ça sur le moyen et long terme. Ouais, c'est un réel C'est axe clair. de progrès qui est nécessaire maintenant pour devenir pro, en vivre et vivre normalement, convenablement du sport haut niveau. C'est clair. Ouais, de toute façon, il faut du coup, si tu veux performer au plus haut niveau, il faut avoir du temps à y consacrer. Euh,
pour avoir enfin, concrètement, si tu dois à côté travailler pour gagner ta vie, bah, c'est un temps que t'as pas. Donc forcément, si tu réussis à vivre du sport, voilà, Forcément. t'auras Et plus donc d'opportunités. globalement, là, si les auditeurs ils veulent potentiellement suivre le record, le nouveau chrono record sur l'Embrunman l'année prochaine que tu vas déposer avec une facilité déconcertante après avoir travaillé tout l'hiver, c'est bien résumé, ça donne envie. On peut te retrouver sur Insta, je mets le lien dans la première ligne de description. N'hésitez pas à aller le voir, à lui envoyer un petit message de la force ou à aller partager son parcours. Il s'est engagé à partager un peu plus de stories et de réel, donc vous aurez du contenu tout neuf, tout frais pour l'Embrun et potentiellement du coup pour ton parcours Ironman dessus. Et j'imagine que tu vas partager tout ça aussi, les coulisses de la vie d'un pro. Ça sera l'objectif. Donc voilà, bah, maintenant que je l'ai dit, je vais être obligé de m'y mettre parce que c'est vrai que pour Yes. l'instant, ça traîne un peu. C'est pas naturel pour moi, donc c'est toujours un peu d'énergie, surtout de C'est briser la dur, c'est glace dur. au début. Voilà, jusqu'à maintenant, je postais surtout des résumés de courses pour voilà, tenir un peu au courant de mes résultats, mais c'était vraiment minimaliste et voilà, c'est pas forcément ce que les gens recherchent. Donc c'est vrai que c'est pas naturel pour moi, mais je vais devoir prendre Le un peu plus sur dur à moi. faire, le step le plus dur, c'est de parler face cam tout seul comme un gogol et d'assumer d'un point de vue sociétal de parler tout seul à une caméra et de te dire c'est une part de mon taf. C'est ok, j'ai l'air fou, tout le monde me juge, mais c'est pas grave. Ouais, C'est- il c'est- va y avoir un peu de chemin, je pense, avant d'en arriver là, mais Ouais, faut d'abord l'assumer déjà dans sa famille. Entraîne-toi dans ta famille. Ils vont juger, ils vont charrier. Si t'as des frères et sœurs, ils vont charrier. Mais ça aide à passer le step et les vannes de bah, hey, qu'est-ce qu'elle fait l'influenceuse beauté là. Parce qu'il y en a et c'est aussi marrant, ça fait partie du package global. Mais ok, donc à développer tout ça. Pour revenir sur le triathlon et du coup sur tes objectifs, donc on a la trame globale. Si maintenant tu devais dézoomer et donner des conseils à ceux qui écoutent de ton parcours, de tout ce que tu as engrangé, justement, t'en parlais comme expérience, comme erreur potentielle, comme test ou pas, allez, on va dire trois axes pour faire classique et simple. Si tu devais donner trois axes qui, selon toi, sont les plus importants pour progresser en triathlon ou pour durer ou performer en triathlon. C'est pas tout à fait les mêmes axes, mais au global, pour être un meilleur triathlète. On va le résumer comme ça. ok, je pense que déjà le problème initial, c'est de savoir pourquoi tu fais ça. C'est d'avoir un peu ce qu'on dit un peu ton why, et c'est à partir de là en fait que tout va découler en fait. Si tu fais ça pour être en bonne santé, si tu fais ça pour être le meilleur du monde, si tu fais ça pour te qualifier dans ta catégorie d'âge, enfin, il faut savoir pourquoi tu le fais, pour savoir ensuite comment tu vas y arriver. Donc je pense que c'est déjà la première étape, c'est déjà de voilà d'identifier ton projet en fait avec ce sport-là. Quel est ton projet et quelles ressources sont cohérentes à y allouer vis-à-vis en fait de cet objectif-là. Donc je pense que c'est déjà d'être au clair là-dessus, parce que voilà, si l'objectif c'est juste c'est un objectif qui est louable, hein, mais si l'objectif c'est d'être en bonne santé, bah, c'est peut-être pas forcément de sens de s'entraîner 3 fois par jour parce que c'est ce que tout le monde fait dans le triathlon, tu vois, par exemple. Donc je Ouais. pense déjà c'est d'être assez au clair avec ton projet. Je pense que pour construire sur le long terme, c'est quand même la base. Après Oui, ce que je faut être dirais après, aligné avec ce que tu veux faire. Ça, tu c'est tiendras. ça. Et qu'en fait, pour que ça reste cohérent, parce que si à un moment donné tu te rends compte il y a plus de cohérence, tu vas perdre ça aura plus de sens, quoi. Et si ça a plus de sens pour toi, t'arriveras plus à t'impliquer sur le long terme avec les bonnes intentions. Donc je Ok. pense que voilà, Donc, c'est un peu premier le point, premier le point. why, avoir un why très fort, une flamme intérieure, tu sais pourquoi tu Ouais, le fais. tu sais pourquoi tu le fais, après ça peut être juste parce qu'en fait il y a un club de triathlon à côté de chez toi et que tous Ouais, tes amis sont là-bas. Mais du coup, dans ce cas-là, bah, tu vas t'investir de façon logique, tu vois, par rapport à ça, quoi. c'est ça. Mais c'est quand même un why. Ça reste un why Oui. de aller faire un sport social et trouver des potes avec qui rouler, nager, courir et s'amuser le week-end sur des compètes. Voilà, mais c'est l'idée de dire, voilà, l'idée c'est si tu fais ça pour le plaisir, bah, t'as peut-être pas intérêt à te mettre des contraintes énormes et t'as pas besoin voilà, d'acheter un vélo à 10 000 € et des baskets à 300 €. Enfin, si t'as envie de le faire et que tu peux le faire, Plaisir. fais-le. Mais te mets pas, enfin, voilà, faut pas se mettre, voilà, dans des situations compliquées pour ça, quoi. Te prends pas un Donc crédit voilà, pour acheter juste ton vélo, ça vaut pas le coup nécessairement. Achète-toi une voiture, ce sera plus utile pour aller au taf, globalement. c'est clair.
Après, Ok. les deux autres, enfin, les autres conseils que je peux donner, mais c'est très basique, enfin, c'est très classique. C'est les conseils qu'on donne souvent, mais c'est se concentrer sur les basiques. Finalement, ce qui fait que tu vas pouvoir progresser, que tu vas pouvoir prendre du plaisir, c'est la consistance, c'est le fait forcément de t'entraîner dans les trois sports. Par exemple, si on prend je sais pas, l'exemple de la récupération, bah déjà se concentrer sur le fait de manger suffisamment, dormir suffisamment, boire, enfin voilà, s'hydrater. Enfin, voilà, avoir déjà un focus sur les basiques avant d'aller chercher tous les, j'aime pas le terme de gains marginaux, mais on va dire tous les petits gains, toutes les optimisations, on va dire. Euh, Ça sert à rien d'aller changer les vis. Moi, ce que je dis souvent, ça sert à rien d'aller changer les vis de ton vélo pour gagner 0,1 gramme et être un poil plus aérodynamique. Si tu bornes 20 km semaine, il y a peut-être un levier plus intéressant à aller chercher que la vis de ton vélo, dans un premier temps. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Si on le tourne autrement, même question, mais à un autre angle. Si tu devais donner un conseil à un jeune athlète qui rêve de ton parcours, qui t'inspire, ou qui sera inspiré potentiellement quand tu auras gagné les mondiaux et que tu auras fumé tout le monde sur Hawaï dans quelques années. Je te le souhaite, j'aimerais vraiment que ça soit le cas. Tu dirais quoi au jeune Louis en fait qui débute le sport ou qui a 10 ans, qui fait du vélo, qui kiffe ça et sa vie c'est le vélo? Ce serait quoi le conseil que tu donnerais? Bah, après, s'il kiffe ça, enfin, si sa vie c'est le vélo et qu'il adore ça, bah, je dis continue le vélo, hein, fais ce qui te plaît. Après, si je devais donner un conseil plus général à enfin, un jeune athlète, si vraiment il y a une volonté voilà, d'être performant et peut-être à terme d'en faire ton métier, c'est de bien s'entourer, s'entourer des bonnes personnes, avoir avoir un coach, enfin voilà, ou après, ça peut être aussi au niveau des clubs, hein, trouver le bon club, le bon entourage en fait pour t'accompagner, te conseiller, t'épauler. Un entourage Euh, sain pour durer dans le temps. c'est ça, hein, et pour finalement c'est eux qui vont pouvoir t'apporter les réponses en fait aux différents besoins que tu vas avoir au fur et à mesure de de ton Ouais. évolution et c'est ce qui va faire la plus grande différence hein, sur le long terme quoi. Ok. En parlant de long terme, c'est quoi? On arrive sur les questions conclues d'ouverture. Ce serait quoi ta vision du triathlon français, l'évolution? Petite parenthèse sur les capteurs de draft qui sont arrivés, qui ont été testés là sur Roth. Roth, je sais jamais comment on dit cette ville hein, bon, t'as capté l'idée. Comment tu vois l'avenir, l'évolution, le dopage potentiellement, tous ces grands sujets-là qui arrivent et quelle est ta vision là-dessus sur le niveau de professionnalisation de tout ça et sur la popularité qui grandit aussi du triathlon parce qu'il y a de plus en plus de pratiquants? Alors pour moi c'est un sport qui est en évolution, on voit les performances qui tous les ans progressent, donc c'est quand même un sport qui est en train de se professionnaliser, de se structurer et le niveau de performance des athlètes est quand même enfin, évolue au fil des années et de plus en plus important. Donc je pense que ça va aller dans ce sens-là. Enfin, je dis toujours, moi, enfin, souvent quand tu vas faire une course, tu regardes le classement de l'an passé, les temps qui ont été faits sur les différents sports, et finalement tu te rends compte que d'année en année, en fait, ça va de plus en plus vite, de façon quasi mécanique. Et je pense que enfin voilà, le sport va continuer à évoluer, ça va continuer à aller plus vite à vélo, ça va continuer à courir plus vite. Bon, il y a bien sûr, enfin, la technologie qui évolue, donc enfin, ça aide aussi. Et je pense qu'il y a aussi les méthodes de préparation, il y a les informations qui sont beaucoup plus disponibles. À l'heure actuelle, on a Accessible. beaucoup plus d'informations ouais, accessibles, ouais, tout à fait. On a beaucoup plus d'informations, on sait beaucoup plus. Enfin, on sait beaucoup plus comment s'entraident les meilleurs du monde, même si on sait pas tout. On a quand même beaucoup plus d'informations à ce niveau je pense qu'il y a 10 ans, où chacun s'entraînait un peu dans son coin, où on parlait, enfin, pas trop enfin, moins en tout cas, j'ai l'impression de la préparation des tops athlètes mondiaux. Donc à l'heure actuelle, voilà, je pense que t'as cette évolution du niveau, mais je pense que enfin, c'est une bonne chose, hein, je trouve que c'est stimulant. Et en plus, je pense que ça montre aussi que ça devient un sport qui se densifie. Voilà, tu peux de moins en moins être performant en ayant un gros trou sur un des sports. Donc voilà, faut être bon partout. Moi, par exemple, je viens du vélo et je sais que le vélo, enfin, la densité dans le peloton professionnel, enfin, c'est vraiment, c'est vraiment énorme, quoi. Il y a pas,
il y a pas, il y a pas un gars qui a pas sa place, quoi. C'est vraiment, il y a le gars qui sera malade ce jour-là qui va être mauvais, quoi. Mais sinon, voilà, t'as un niveau de densité qui est celui d'un vrai sport pro mature, quoi. Et je pense que le triathlon, il n'y La est pas moindre encore. erreur est sanctionnée immédiatement et tu perds tout de suite toutes tes places, quoi. C'est ça, tu peux pas être moyen sinon t'existes pas. Et je pense que le Ouais. triathlon tend vers ça. Euh, voilà, je pense qu'à une époque, c'est quand même plus facile d'être dans les top 10 sans être, tu vois, à un top niveau. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Et voilà, je pense que voilà, le niveau d'exigence va monter, ouais, va continuer de monter. Ok. Et au niveau de l'arrivée des capteurs, pour ou contre les petits capteurs de puissance? Enfin, les capteurs, pas de Euh, puissance de draft. le Race Ranger, bah, je pense que globalement, c'est une bonne chose parce que du coup, ça incite, enfin, ça permet de mettre les choses au clair et en fait, d'indiquer en fait quand des athlètes sont dans la draft zone et du coup de les pénaliser. Après, il y a juste un petit effet pervers, c'est que du coup, on sait exactement, euh, on voit un peu on peut se mettre du coup à la limite et rester à la limite et on a du coup ce Ouais. retour à cette information qui permet du coup de se mettre à la limite. Après, dans les faits, ce qu'il faut voir, c'est quand même quand on roule à 50 à l'heure sur des parcours un peu vallonnés, c'est quasi impossible de rester toujours pile poil à la limite. Donc forcément, si vous êtes à la limite, il y a un moment où vous allez la franchir et où du coup potentiellement vous allez être sujet à une pénalité. Donc je pense que globalement c'est une très bonne chose. T'es plutôt pour dessus. Et au niveau Totalement pour. comme tout sport qui se professionnalise, où il y a de l'argent qui rentre et des contraintes multifactorielles qui rentrent en jeu, le dopage arrive généralement avec et on en parle pour l'instant très peu et c'est pas touché. C'est comme le trail et l'ultra trail. Il y a quelques cas qui commencent à tomber, mais on sait pas, ça reste une nébuleuse. En tout cas, tu viens du cyclisme où c'est même plus approuvé, où c'est un débat qui a été enterré et accepté, malheureusement pour la santé des athlètes, mais c'est quelque chose que tu as dû même côtoyer ou vivre potentiellement. Euh, Quelle est ta vision là-dessus? Est-ce que ça reste un sport propre ou est-ce que ça va le rester ou pas? Alors en toute franchise, enfin en fait quand on est à tête, je pense que c'est un sport propre. Après dans les faits, en fait tu sais jamais ce que font les gens. Hein. Tu vis pas avec tes concurrents 24/24. Après je trouve que enfin moi les niveaux de performance que je vois, la plupart me semblent cohérents. Après c'est des fois tu peux avoir des grosses variations de niveau, enfin des choses comme ça. Tu peux parfois te poser des questions. Mais enfin voilà, tu peux pas. Enfin pour moi, tu peux pas. Enfin, tu peux pas savoir et tu peux pas non plus accuser un athlète comme ça de façon gratuite parce que tu penses qu'il est entre guillemets trop bon. Pour moi, ça fait pas de sens. Donc c'est une question compliquée. Enfin, c'est vrai que bon, ça pose la question du dopage, c'est toujours ce problème d'équité. Donc ce qu'on veut finalement, c'est que le meilleur athlète l'emporte et que ce soit celui avec les meilleures compétences sportives. Après, à l'heure actuelle, j'ai aucun recul pour te dire, moi, je pense que globalement, c'est quand même un sport qui est relativement sain. Déjà parce qu'il n'y a pas énormément d'argent, donc ça, Oui, forcément, pas ça encore, aide. mais c'est comme c'est en train d'arriver, en train de s'ouvrir à 10 ans. Si ça fait comme le cycliste, ça va juste se piquer dans des pelotons pour essayer d'aller grappiller le money prize, quoi. C'est plus une vision et une réflexion globale de, effectivement, en tant que passionné, j'adorerais que ça reste propre et qu'on soit tous clean et que on voit juste des perfs qui nous fassent vibrer. Mais la réalité est que tu te doutes bien quand il y a des gros enjeux financiers et des grosses. Alors, en triathlon, on n'y est peut-être pas encore. Effectivement, c'est peut-être encore à la limite. Mais en tout cas, on tend à y arriver. Et du coup, c'est à quel moment est-ce que on met cette limite-là? À quel moment ça arrive? C'est plus une ouverture dessus. Après, ouais, honnêtement, ça, honnêtement, j'en ai aucune idée. Après, voilà, c'est juste, enfin, voilà, il va falloir forcément peut-être plus investir, enfin, notamment sur la lutte antidopage, qui n'est pas parfaite, mais qui reste quand même, Ouais, je pense, Le lama a dissuasif. pas les moyens de contrôler de toute façon comme Non, il et c'est faudrait. ça, et je trouve à l'heure actuelle, dans le triathlon, c'est vrai qu'il y a il y a assez peu d'athlètes suivis parce qu'en fait, comme il n'y a pas vraiment d'équipe, c'est des athlètes individuels, du coup, Ouais. ça repose sur les fédérations, ça repose sur Ironman, mais du coup, c'est eux qui choisissent les athlètes qui veulent cibler, notamment pour les contrôles inopinés. Donc, c'est vrai que ça reste assez limité. Donc, je pense de ce côté-là, si le sport continue à évoluer, c'est vrai qu'il faudra que ça bouge et sûrement qu'il y ait plus d'athlètes dans les groupes cibles.
Ouais. qui Parce que qui pour serait un l'instant, gros au plus. niveau équité, en tout cas, justement, entre ce manque de contrôle et les drafts potentiels, on n'est pas forcément sur une équité 100% ou ultra juste. Est-ce que tu as la même vie? Enfin, en tout cas, moi, je te parle d'un point de vue amateur. L'équité dans le triathlon, c'est l'un des sports où il y a le moins d'équité possible. Déjà, si tu as des moyens et que tu es un cadre CSP, avec des moyens, ou si tu es un ouvrier, t'as pas le même vélo, t'as pas le même point de départ sur le vélo, t'as pas la même combi non plus, tu sors pas avec des irritations, tu flottes un peu. On parle de pas grand chose, mais à niveau équivalent, avec un vélo aéro ou un vélo alu, tu fais pas la même chose non plus tout à fait. Non, c'est sûr. Après, ça fait aussi partie du sport. Pour moi, ça reste un sport technologique. Donc après, avoir le meilleur matériel, c'est ok. Ça, enfin, forcément, ça t'aide. Donc c'est pas un facteur forcément physique. Mais pour moi, c'est une des composantes de ce sport-là où les meilleurs vont pouvoir aller en soufflerie, les meilleurs auront le meilleur matériel. Euh, j'ai envie de te dire, c'est comme ça. Et si t'aimes pas ça, je pense qu'il faut pas faire ce sport-là. En tant, entre guillemets, que petit athlète pro, enfin ça, tu vois, je l'accepte très bien, tu vois, de voilà, de pas forcément avoir les moyens de tester tout mon matériel, de Ouais. payer mon matériel et donc de devoir faire des choix. Je pense que ça fait partie du sport. Et je pense que si tu es intelligent, tu peux quand même réussir à t'en sortir sans sortir forcément des dizaines de milliers d'euros. Donc de ce côté-là, moi, enfin, c'est pas ce qui me gêne au niveau, tu vois, cette différence de matériel, c'est pas ce qui me gêne le plus. Euh, Après, au niveau, tu disais au niveau équité, moi je trouve que ça reste quand même un sport honnête, parce que c'est quand même un sport où tu es quand même souvent quand même un peu seul face à toi-même par rapport par exemple, au vélo, où il y a Ah, mais beaucoup d'effets de groupe, etc. Moi, du coup, je compare par rapport à ce que je connais, et j'ai l'impression que tu es beaucoup mieux, entre guillemets, rémunéré, enfin en termes de résultats, je parle, rémunéré pour ton niveau de performance, que dans le vélo, où des fois, à cause des dynamiques de groupe, à ouais. cause de voilà, des choix tactiques des différentes équipes. Une performance, elle peut passer, voilà, tu peux passer à côté voilà, sans avoir eu vraiment l'opportunité de t'exprimer. Moi, ça me gêne pas, honnêtement. Je te rejoins sur ce point-là. Il y a effectivement une pondération où c'est un peu plus nuancé que ça, mais il y a effectivement cette sensation qu'on n'est pas au même point de départ. Tu vois, je pratique du trail à côté, et dans l'esprit trail, pour le coup, même si tu te blindes en matos, il n'y a aucune diff. Quand tu pars pour 100 bornes en montagne, c'est toi, ton slip et ton mental, très globalement. Tu vas manger la même banane et t'as beau avoir pris une paire de carbone à 200 au lieu de 180 balles. Alors, la diff, tu vois, c'est là où c'est plus par rapport à ça, ou quand tu vas sur le triathlon, si t'as pas. Alors, on est d'accord qu'à ton niveau, un vélo à 5000 ou un vélo à 8000, la diff, on est en train de chipoter sur des pouillets, mais du pourcentage, et que si tu l'as dans les cuisses, ça se gomme, et si tu as l'entraînement et l'investissement qui va en face, tu vas gommer tous les mecs qui ont mis 5000 de plus dans le vélo et qui ne se sont pas entraînés. Mais il y a aussi un truc, bah, tu vois, le draft, je te dis plus que j'ai vécu, où je ressors avec 33 de moyenne sur les Sables d'Olonne sur 180 bornes. C'est pas énorme, hein. Enfin, on est sur une moyenne tout à fait honnête. Je fais millième sur la course sur 3000 participants. Et là, le classement ne me va plus parce que je sais que 33 à l'heure sur 180 bornes, c'est pas non plus une perf qui, d'un point de vue global de la population ou des gens qui s'alignent, est normale ou est rémunérée à hauteur de un tiers de la course. Surtout quand tu vois les temps marathon derrière. Et c'est plus ce truc-là qui m'embête du coup, l'équité, elle est où? Où est-ce qu'elle est la juste rémunération sur, bah, y a des mecs qui ont sucé des roues et qui ont fait des packs de draft. J'ai fait un épisode avec une juge arbitre qui t'explique qu'en fait, ils n'ont pas les moyens d'être partout, et quand il y a des packs de 50, ils sont obligés de mettre un carton avec un nom, et en gros, ils sont obligés de dire numéro 232, Pierre Richard, il faut t'arrêter, sanction carton jaune. Et le temps de faire ça, t'as plus de peloton. Donc si t'en sanctionnes un, t'en chopes peut-être deux. Le peloton il s'est explosé, tu sais plus qui est qui, tu sais plus qui est où, donc il n'y a pas d'équité à la sanction non plus. Du coup, les juges sont tenus entre les deux. Quand tu as un pack de 50, bah, les mecs draftent à 50, ils sont à 40 à l'heure sans forcer, et le 40 à l'heure n'a pas la même vocation que le 30. Enfin, tu vois ce que je veux dire dans cette équité-là. Je te parle au niveau amateur. Je pense qu'effectivement, au niveau pro, il y a moins d'impact et c'est plus propre. J'entends, bah, au niveau pro, ouais, c'est un peu, c'est différent, parce que c'est on va dire des plus petites populations, donc c'est quand même plus simple de faire respecter Ouais, les et il y a plus règles, de et puis juges. il y a plus de juges, et aussi, du coup, dans le peloton pro, tout se sait, donc finalement, si, entre guillemets, si t'as une réputation de drafter, tu seras pas très bien vu, et ce sera pas très valorisant pour toi, je pense, sur le long terme. Après, j'ai envie de te dire, la solution, c'est de venir faire les courses, les belles courses françaises dures, comme l'Alpe d'Huez, comme Embrun, comme Gérardmer, Ouais, il y a plus de où draft. finalement, voilà,
y a tellement de boss que là, ça se fait à la jambe. Et Ah putain, bah, si t'es fort, faut être tu du seras coup, devant, quoi. faut être grimpeur. Mais effectivement, le draft dans l'Alpe d'Huez ou dans le col de l'Izoard, J'ai tu limité, peux ouais. sucer la roue, hein. Tu peux être collé à la roue, ça ne servira à rien. Tu seras à 10 km/h quand même. Ça n'avancera pas d'un iota et ça t'aidera que très peu. Ça, on est bien d'accord et je te rejoins sur ce point-là. Et c'est pour ça que moi, j'aime celles de montagne aussi. J'ai plus de mal, je suis lourd comme cycliste, du coup, moi, d'un point de vue qualité physique, c'est pas zinzin, mais j'aime bien parce qu'effectivement, tu as moins ce côté dopage et c'est plus toi, ta volonté de te faire mal et de vraiment mettre tes tripes sur la table et c'est plus rémunéré, ce côté-là est plus valorisé, je trouve. Et c'est ça qui est Mhm. cool. Mais c'est vrai que ce que tu remontes, c'est quand même un des gros problèmes, moi, du triathlon amateur où, voilà, c'est un peu une critique qu'on entend souvent, enfin, ce problème, du coup, ouais, des gros packs et du coup, Ouais, mais les- ce que je déplore, moi, c'est que c'est surtout pour rien. C'est des mecs qui roulent à l'ego pour flamber à la machine à café. Tu vois, ce serait toi ou un autre pro qui, allez, c'est pour gagner en brun. Ok, why not? Je ah, peux comprendre que tu aies eu envie de tricher. Je peux comprendre le ouais, ressort pour moi, c'est psychologique. pire, pour moi, c'est bien pire. Oui, non, mais c'est pire parce que la perf est plus dégueulasse. Mais je peux comprendre que comme il y a un enjeu, tu sois plus tenté. L'envie d'y aller, tu vois, est plus présente. C'est plus dégueulasse, par contre. On est d'accord que du coup, ça dénature encore plus tout le travail fait. Mais pour aller le faire, pour aller flamber à la machine à café lundi matin auprès de la secrétaire qu'on a rien à foutre, ah, c'est rude, hein. Ah, c'est quand même super rude, je trouve. Ça sert à rien, quoi. Enfin, il n'y a aucun journal qui parlera de toi, il n'y a aucun média, ton nom restera gravé nulle part. Juste toi, tu as fait un truc qui est pas propre. Au niveau pro, tu as fait un truc qui est pas propre, mais malheureusement, il y en a qui font des trucs qui sont pas propres et leur nom reste gravé. Après, bon, tu as Lance Armstrong où ça reste gravé, pas forcément pour les bonnes choses non plus derrière. Ça marque des générations. C'est le bien, le mal là-dedans, il a impacté. Quoi qu'il arrive, il a impacté. Ça, ouais. Mais Après. là-dessus, on s'arrêtera là-dessus sur le draft et sur le dopage. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour tout ce storytelling, cette histoire de zinzin sur l'embrun. J'espère que tu nous feras rêver l'année prochaine et que tu arriveras à aller battre ce chrono. Et mieux, du coup, de qualifier, refaire une saison aussi grandiose, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il n'y a pas eu que ça sur cette saison. Tu as réussi à enchaîner derrière après l'Embrunman et refaire podium pas longtemps, 3 semaines après, il me semble, c'est ça, Gérard Armé, c'est 3 semaines après, oui. sur Gérardmer où tu poses le plus gros chrono vélo, c'est ça, t'as la marque du plus gros chrono vélo. J'ai fait le record vélo de l'épreuve, ouais, qui tenait depuis un Ouais, c'est moment, ça. donc Tu voulais des marques qui causent, c'est des marques qui causent, et puis on n'est pas sur des petites épreuves qui existent depuis 5 ans où personne n'est venu. Alors, on n'est pas sur la course aux saucisses du coin, il me semble que c'est parlant. Bref, si vous aimez les stats, si vous aimez le dépassement de soi, moi j'espère que tu seras qualifié sur Ironman et que tu iras briller à Hawaï, peut-être pas la première année, peut-être la deuxième, parce qu'il faut quand même un peu de temps effectivement pour aller chercher. Mais j'espère que ça arrivera. Hâte de suivre ça en tout cas sur les réseaux. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci pour ton temps. et, et ben, merci Écoute, à toi pour cette invitation et puis j'attendais une à une réponse. prochaine, peut-être sur un triathlon, je sais pas. Bah écoute, avec plaisir. Moi, je suis plus trail dans la pratique. J'ai arrêté le triathlon parce que beaucoup trop cher en dépenses et que pour le coup, on alloue les moyens effectivement là où on a envie de perfer et que le trail est vachement moins cher. Je préfère me rouler dans la gadoue pour 50 balles que qu'aller rouler pour 800. Mais ça, c'est un choix perso. Je reste fan de triathlon et pratiquant plus pour le plaisir, on va dire. Ce sera ce côté-là. Donc avec plaisir si jamais on se recroise. En tout cas, si je suis sur Embrun ou sur ta qualif, je donnerai de la voix pour t'encourager là-dessus. T'inquiète pas. N'hésitez pas à vous abonner et à liker ce podcast pour le faire vivre et pour soutenir. Merci beaucoup Louis. Très bonne soirée à toi. Je te dis à très vite et à très bientôt et merci pour le temps. Merci à toi, bonne soirée également. Ouais. Ciao, bye. Salut. Et